Véronique Salmon, si d'entre vous ne connaissez pas Véronique Salmon, je vais vous présenter, si vous voulez bien, en quelques secondes. Vous êtes psychanalyste, vous êtes e-thérapeute, c'est-à-dire que vous consultez à distance, hein, en Zoom. Ça, c'est Vous êtes coach analytique et vous êtes aussi auteur d'un livre que j'ai là sous les yeux, qui s'appelle La trilogie inconsciente, la comprendre pour aller mieux. C'est un livre qui est paru en février, je crois, c'est ça, hein? C'est ça, en plein confinement. Alors, ce livre, si je devais vous en parler très rapidement, le pitch du livre, c'est finalement pourquoi nous reproduisons tout le temps les mêmes erreurs dans notre vie. Et vous, Véronique, vous apportez une réponse à cette grande question parce que pendant 3 ans, vous avez observé au gré de vos consultations et dans votre pratique de la psychanalyse avec l'illustration dans ce livre de 50 cas de patients. Donc, ce livre est très concret, il est très, très pratique. Vous m'en dites un petit mot sur ce livre? Alors, c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de temps parce que j'avais repéré quelque chose d'assez générique chez les patients en général. C'est cette capacité que l'enfant qu'ils ont été avait de s'adapter à leur environnement familial. Et dès l'instant où ils s'adaptaient à leur environnement familial, ils étaient tentés de normaliser forcément ce qui s'y passait. Et le piège de la normalisation, c'est le risque de sa reproduction. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à cette trilogie inconsciente que je décris dans mon livre et que je théorise. C'est-à-dire que si on souffre de quelque chose, quel que soit le type de souffrance, et que on normalise cette souffrance parce que dans le fond, il faut bien la supporter, donc la vivre, eh bien, dès l'instant où on normalise une souffrance, on est tenté de la reproduire. Et il y a 3 formes, en fait, de reproduction, ou sur soi-même, ou sur l'autre, ou sur les deux, ce qui est le pire scénario. Donc, par exemple, si je donne un exemple, nous avons une certaine Justine, que je modifie les noms, évidemment, pour ne pas dévoiler une forme de confidentialité, enfin pour préserver une forme de confidentialité. Justine, c'est une grande dépendante affective. En fait, elle s'est totalement laissée enfermer par son mari qui demandait beaucoup, beaucoup d'exclusivité. En fait, elle s'est vraiment consacrée à lui. Et sa fille, elle s'est imposée des situations professionnelles dont elle n'arrivait pas non plus à s'extraire parce qu'elle a complètement normalisé l'immobilisme de sa mère. Donc, on souffre de quelque chose, on le normalise parce que dans le fond, c'est ce qu'on est censé vivre dans cette vie-là et forcément, on est tenté de le reproduire. Et donc, forcément aussi, ça crée des dysfonctionnements relationnels qu'il est important de décoder. Voilà. Entre la question de l'estime de soi et la trilogie inconsciente, il y a un rapport de cause et d'effet. Il y a un rapport de cause et de conséquence. C'est-à-dire que quand l'enfant souffre et qu'il normalise et donc qu'il reproduit sa souffrance et qu'il a été baigné dans un univers où finalement les parents ont d'une certaine manière dégradé son estime de lui, en tout cas participé à cette dégradation. Et si l'enfant, donc c'est une cause, et si l'enfant peut s'autoriser à disqualifier ses parents parce qu'ils n'ont pas, disons, été à la hauteur de l'enjeu parental, eh bien en fait, il va s'émanciper, s'autonomiser, s'individuer, comme on dit. Il va créer sa pensée propre et il va donc augmenter son estime de soi. Donc, c'est une conséquence. Donc, il y a un lien direct entre les deux, en effet. Alors, on parle d'estime de soi, mais je me suis posé cette question en préparant ce sujet. Je pense qu'on est nombre de personnes à confondre finalement l'estime de soi et la confiance en soi. On a du mal, enfin en tout cas personnellement, j'ai du mal à comprendre le distinguo entre les deux. Pourriez-vous nous donner un peu cette explication, cette différence entre les deux? La confiance en soi, c'est un des 3 piliers, une des 3 composantes de l'estime de soi. L'estime de soi, en fait, c'est une somme, puisque c'est une valeur de soi, qui dit, en fait, c'est une équation assez intéressante, on dit ES égale AS plus IS plus CS. C'est-à-dire, c'est Oui, là presque c'est compliqué. mathématique. On rentre dans les mathématiques ce matin là. Alors, l'estime de soi, c'est la somme de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi. Alors, c'est effectivement très complexe. Donc, dès l'instant où on a un problème d'estime de soi, il faut aller voir très, très scrupuleusement dans quel pilier le bas blesse, si j'ose dire. L'amour de soi, on va dire très simplement que c'est le principe selon lequel nous aurions intérêt, faire un peu le parallèle de Pascal, intérêt à être
à se sentir estimable à nos propres yeux, aimable à nos propres yeux. Notre capacité, en fait, à comprendre que nous sommes des gens bien, qui avons des bonnes valeurs, qui avons un relatif bon équilibre relationnel avec les autres. Nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas transgressifs d'une manière générale, nous sommes polis, organisés, nous avons la capacité de nous rendre plutôt valorisable dès l'instant où on produit une bonne note à l'école ou un bon dossier pour le manager. Tout cet amour de soi, en fait, il est nécessaire et c'est le seul moment où on peut imaginer s'aimer de manière inconditionnelle. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, quelles que soient les épreuves que l'on traverse, quelles que soient les difficultés que l'on ressent, en fait, il est tout à fait intéressant de se dire, eh bien, si j'échoue maintenant, je peux ne pas m'identifier à mon échec. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut bien comprendre que l'amour inconditionnel, c'est ce qui va être déterminant dans la vie pour tout le monde et de manière universelle. C'est-à-dire que de Ushuaïa en Sibérie, on va retrouver, en passant par l'Europe, on va retrouver le même problème, c'est-à-dire l'idée que l'amour inconditionnel ne peut s'établir que dans le principe relationnel qui régit l'amour des parents vers les enfants. Les enfants ne sont pas obligés d'aimer naturellement et inconditionnellement leurs parents, mais l'inverse est censé être vrai. Et ce n'est pas toujours le cas. Je suis la preuve vivante et peut-être que vous ici, vous avez aussi le sentiment, si l'estime de soi est un sujet qui vous parle, que vous n'avez pas forcément été aimé de manière inconditionnelle. Donc, dès l'instant où l'enfant est le miroir de ce que les parents veulent refléter de lui, eh bien, s'il considère qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour être aimé, à ce moment-là, c'est de la conditionnalité, ce n'est pas de l'inconditionnalité. Et lui-même va se dire, mais moi aussi, je ne peux m'aimer qu'à la condition que je fournisse des choses estimables. Ce qui en fait n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas confondre le fait d'être dégradé par des parents parce que dans le fond, ils n'ont pas été dans un amour inconditionnel et le fait de devoir se réparer, ce qu'on appelle réparer l'enfant blessé en soi, et le fait de se réparer en disant mais puisqu'on ne m'a pas considéré et aimé de manière inconditionnelle, moi je vais prendre le relais. Donc cet amour inconditionnel de soi, il est absolument nécessaire. C'est ce qui nous permettra de dire mais je suis quelqu'un de bien et c'est ça qui compte. L'image de soi, vous imaginez que c'est très complexe. L'image de soi, elle est celle que l'on a de soi, celle que les autres ont de nous, celle que l'on veut donner de nous aux autres. D'accord? Donc tout ça n'est pas forcément très cohérent d'ailleurs. On a probablement une image de nous qui est tout à fait, comment dire, disqualifiée quand on manque d'estime de soi, alors que d'autres vont nous trouver formidables et vont nous rappeler à nous-mêmes toutes les bonnes choses que l'on est. Par exemple, quelqu'un qui va être extrêmement appliqué dans, je sais pas, par exemple, l'exercice de son piano quotidien, parce que c'est un musicien. Ok. Et trouve qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de fautes, qu'il n'y arrive pas bien. Et quelqu'un qui débarque comme ça, qui dit, waouh, c'est vachement joli ce que tu joues là. Eh bien, en fait, là, on a une image totalement différente et vraiment en décalage complet. Donc, comment faire après la jonction? Ça aussi, c'est une distorsion. Tout l'aspect relationnel va reposer sur le fait d'être à peu près cohérent et congruent dans l'image que nous avons de nous et l'image que nous voulons donner aux autres et l'image que les autres ont de nous. Donc, c'est très complexe. Et puis, évidemment, enfin, il y a la confiance en soi. Effectivement, vous avez raison, on confond souvent estime de soi et confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce que l'on a de plus précieux en termes de notion de compétence et d'aptitude. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce à ce que l'on peut imaginer de soi sans parfois avoir eu besoin de l'expérimenter, on peut tout à fait se dire, voilà, moi je sais que je peux gravir cette montagne, je m'y prendrai comme ci, comme ça, je mettrai une main là, ouais, ça va, je me parais assez bon là-dessus, j'ai même pas besoin d'expérimenter. Mais la confiance en soi va nous permettre en fait de nous lancer. C'est le moteur de l'action, la confiance en soi. L'image, l'amour ne serviront pas autant que la confiance en soi. Donc, vous voyez que ces trois piliers-là sont absolument décisifs pour pouvoir s'estimer. Et donc, évidemment… Avoir confiance en soi, Véronique, et finalement avoir une estime de soi amoindrie.
Alors, j'ai pas bien compris le début de la question. Est-ce qu'on peut avoir finalement confiance en soi et finalement avoir une estime de soi tout à fait différente et négative? Alors, justement, j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui me paraît intéressant parce que, voilà, c'est là. Vous voyez ce que je vois? Oui, Trois je ronds reçois. qui Oui, oui. s'interconnectent. Ah ouais. Euh, Ça, par exemple, c'est quelque chose qui a été étudié par un certain Will Schutz, qui était un très grand psychologue américain de la fin du XXe siècle. Et ça, c'est quelque chose qui a été adapté en France par Alain Duluc, qui est notamment quelqu'un qui vaut vraiment le coup d'aller voir dans son blog qui s'appelle Efficacité professionnelle. Voilà, Schutz disait, en fait, c'est une perception, l'estime de soi. Et cette perception-là, elle part d'une logique de sentiment. Donc, on a un sentiment d'importance ou un sentiment de compétence ou un sentiment de sympathie. Alors, c'est intéressant parce que les compétences, hein, on a compris ce que c'était. Les compétences, c'est ce qui nous permet de nous sentir aptes. Alors, ce schéma-là, c'est que si on est capable de mener des actions, si on se sent propice à un succès quelconque, si on se sent capable également d'apprendre et surtout de conforter ses acquis, si on se sent capable de faire des efforts, si on se sent suffisamment puissant pour pouvoir amener à d'autres apprentissages, même s'ils n'ont pas été étudiés dans la petite enfance et que, par exemple, en formation continue à l'âge adulte, on pourrait se proposer, là, on a un sentiment fort de compétence. On a un sentiment d'importance si on représente quelque chose ou quelqu'un aux yeux des autres et à soi-même. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui compte dans ma famille. On me regarde. Quand je suis à table, on peut me parler, on peut m'écouter aussi. Mon avis compte. Mon avis est important. J'existe en fait. Alors là, c'est très intéressant parce que ça va donner un sentiment que l'image de soi est cohérente, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec évidemment la confiance en soi, avec l'image qu'on a de soi-même, l'image que les autres ont de nous avec l'image de soi. Et puis le sentiment de sympathie, ça c'est typiquement relationnel. C'est comment est-ce que je m'intègre? Comment est-ce qu'il m'est facile de m'intégrer ou pas? Parce qu'évidemment, le corollaire, enfin la conséquence de ne pas y arriver, de ne pas avoir ce sentiment, c'est l'exclusion. Donc c'est toujours un rapport inclusion-exclusion. Pourriez-vous nous rappeler cette équation, Véronique, de façon à ce qu'on reprenne un peu Alors, de haut. ES égale AS plus IS plus CS. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui va déterminer ce que nous sommes capables de mobiliser en nous comme ressources profondes. La question qu'on se pose aussi, c'est finalement maintenant qu'on sait la différence entre confiance et estime de soi, comment, c'est vraiment le démarrage de cette question, comment se crée cette estime de soi? Alors, elle se combine de toute manière dans l'enfance, la toute petite enfance. Parce que quand je parle justement du sentiment de sympathie et du sentiment d'importance, eh bien, il faut bien vous dire que le tout nourrisson détecte très qualitativement, je dirais, par intuition, il comprend s'il a une importance dans la famille qui l'accueille. Donc de toute façon, il faut bien vous dire que la notion d'estime de soi, elle prend sa source quand on est tout petit, tout petit, tout petit. Alors, euh, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle les modèles internes opérants, MIO. John Bowlby, qui a été un très grand contributeur véritablement à la question du développement de l'enfant en Angleterre au XXe siècle. Et cette théorie de l'attachement, globalement, je vais vous la résumer parce que dans le fond, je vais faire un webinaire complètement consacré à ça de mémoire fin octobre. En fait, ça tient à deux choses. Si on est
arriver dans cette famille et qu'on peut ressentir chez nos figures d'attachement quelque chose de l'ordre de la sécurité, c'est-à-dire ce sont des personnes fiables, stables et protectrices, qui sont bienveillantes, puisque c'est un critère de Bowlby, qui ont des réponses pédagogiques adaptées et en plus qui sont constantes, parce que si on ne l'est pas constant, eh ben, on n'arrive pas à cette logique de sécurité intérieure. Et dès l'instant où on est dans une forme de sécurité intérieure, on est tout à fait prédisposé à aller vers. Donc en fait, ce principe-là, le principe universel masculin qui est d'aller vers, et le principe féminin qui est de prendre soin de soi et des autres, eh bien ces deux se combinent bien et on arrive très 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 bien à aller conquérir son monde, faire des explorations, pouvoir aller à la maternelle à 3 ans avec le cartable sur le dos depuis le mois de juin et avec l'envie de rencontrer des petits amis et de faire des gommettes et des tas de belles choses, parce que dans le fond, on peut quitter sa figure d'attachement, on a été assez enrichi affectivement. Donc bien évidemment, ça prend sa source dans l'enrichissement affectif. D'où l'idée que ça ne peut venir que du fait d'avoir des figures d'attachement qui sont suffisamment solides, qui ont suffisamment bâti un projet parental, suffisamment investi la présence de cet enfant pour pouvoir donner quelque chose de qualitativement affectif à l'enfant qui va se nourrir ainsi. Si ce n'est pas le cas, évidemment, c'est une carence, ce qu'on appelle une carence affective. Et plus cette carence affective va se proposer au fur et à mesure de l'expérience que l'enfant va faire au fil des mois et des petites années, enfin des premières années, plus finalement, il va se passer quelque chose, c'est qu'il va se convaincre que dans le fond, il n'est pas important, il n'est pas méritant et que ses parents ont forcément raison parce que ce sont eux les adultes et qu'il doit se conformer à ce qu'on dit de lui, donc l'image qu'on a de lui. Et hop, voilà un pilier de l'estime de soi qui saute. Excusez-moi, Véronique, c'est un peu ce qu'on appelle l'incompétence acquise. C'est-à-dire que si nos parents nous disent tout le temps, tu n'y arriveras jamais, tu es bon à rien, tu ne sauras jamais les équations de maths, tu n'es pas bon, tu n'es pas un bon cerveau gauche, tu seras bien. Ça veut dire qu'on l'intègre, c'est ça? On l'intègre, on le croit. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que en fait, il y a ce qu'on appelle, notamment, moi je suis certifiée en psychothérapie intégrative et c'est une école de pensée qui est assez récente. Hein. Elle est à cheval sur le 20e et 21e siècle. Richard Erskine est un Américain qui est encore vivant et qui continue de développer sa pensée. Et lui, il a établi la notion de besoin relationnel. Et justement, dans cette question que vous posez, Benoît, il y a le besoin absolu, de sécurité, c'est-à-dire on doit se sentir en sécurité et en confiance avec les gens, sinon on ne peut pas avoir de bonnes interactions et probablement que le décalage image de soi qu'on a de soi et image de soi que les autres ont de nous est difficile à supporter, mais aussi, en fait, on a besoin d'une définition de soi qui passe par nous-mêmes. C'est-à-dire que dès l'instant où un parent s'est mis à dire qu'est-ce qu'il est turbulent, ce petit garçon, hop, voilà une définition de soi qui vient se greffer sur l'enfant, qui se vit donc comme un turbulent. J'ai toujours fait l'expérience dans les classes où j'enseignais, et dans les groupes de managers d'ailleurs qui me mandatent pour expliquer tout ça. En fait, je pose la question. Je leur dis, OK, qu'est-ce qu'on a dit de vous quand vous étiez petit? Alors peut-être qu'on peut faire ce jeu-là, hein. Peut-être que vous pouvez nous dire ce qu'on a dit de vous spontanément. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent ce qu'on a dit d'eux? N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour le dire, là, pour le coup. Alors, Rodrigue. Rodrigue, s'il te plaît. Ah, Jocelyne, c'est pas bien. Ah, mais tu es tellement un modèle de succès que je m'autorise à t'influencer à reproduire ce que tu m'as confié il y a 48 heures. Oh, alors? Oui, on avait parlé de la question justement, Véronique, dans laquelle vous m'avez demandé la première fois comment on vous appelait quand vous étiez petit. Et je vous dis, la première chose, c'était grand con. Grand con. C'était grand con. Et effectivement, pour reparler de ce que vient de dire Jocelyne, c'est qu'effectivement, là, récemment, je me suis fâché avec ma mère parce qu'elle s'est encore. Parce que c'est elle qui le disait. Oui, et elle s'est encore permis justement d'avoir des propos très néfastes à mon égard et en public.
Et effectivement, tout ce que disait justement Benoît, quand il parlait de l'estime de soi, c'est qu'en fait, depuis tout petit, on m'a toujours dit oui, tu seras toujours bon à rien, mauvais à tout, etc. Et là, récemment, je viens encore d'être diplômé et je n'ai même pas eu les félicitations de ma propre mère. Elle m'a encore dit ça sert à rien, de toute façon, il ne servira à rien, t'es mauvais. Alors que Voilà. j'ai rencontré des patrons récemment, je suis en plein entretien avec plusieurs patrons et ils me disent que du bien de moi par rapport à mon comportement d'entreprise ou mes compétences, etc., etc. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable entre une mère qui ne passe son temps à descendre son fils et des étrangers qui me connaissent à peine que professionnellement, qui me donnent que des choses très avantageuses à mon égard. C'est Voilà, surprenant. c'est ça la distorsion. Alors, ce que vous évoquez, Rodrigue, est très juste et ça illustre quoi surtout? Ça illustre qu'avant une psychothérapie, vous vivez comme grand con. C'est ça l'idée. C'est que ça s'enquiste en fait. C'est-à-dire que quoi qu'on puisse dire à son enfant, y compris tu es le plus beau, le plus magnifique, le plus exceptionnel, tout et rien. Dès l'instant où un parent, surtout la figure d'attachement maternel, je suis en train d'essayer de construire une hypothèse autour d'un pourcentage où ça serait écrasant. La figure d'attachement maternel serait beaucoup plus délétère que la figure d'attachement paternel. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage. Je suis en plein travaux. C'est presque scientifique. Mais la question, elle est là. C'est que dès l'instant où la parole d'évangile s'abat sur l'enfant, et je peux vous dire que j'ai entendu des tas de choses. Il y a même une étudiante qui m'a dit, moi, on m'a dit que j'étais une chieuse. Ok, d'accord. Est-ce que vous l'êtes restée, mademoiselle? Oui. Elle l'avoue, elle le comprend là. C'est-à-dire que ça s'engramme, ça se sédimente et on ne peut rien faire autour de ça parce qu'en fait, là, l'image de soi est tellement dégradée que l'estime de soi ne peut pas se valoriser. Il faut que vous compreniez à quel point l'estime de soi, c'est une valeur et une appréciation que l'on s'accorde. C'est-à-dire que si vous avez, c'est comme un compte en banque, si vous avez peu d'argent en banque, en fait, eh bien, vous ne pouvez pas investir sur des projets. Donc, vous renoncez à vos projets. Ce n'est pas la peine, puisque de toute façon, il n'y a pas assez de moyens. Eh bien, l'estime de soi, c'est cette valeur-là, c'est une perception tout à fait subjective, tout à fait personnelle et tout à fait relative à chacun et à chaque histoire. Donc effectivement, ce qui compte, c'est que la valeur rehausse. Et qu'est-ce qu'on entend là de Rodrigue? Effectivement, c'est qu'il dit, moi, j'ai fait des formations, c'est ce que je comprends, j'ai fait des formations, je suis appréciée, je viens d'être diplômée, donc maintenant je peux rehausser mon nombre d'actions petites, moyennes, grandes dans mon panier d'estime de soi. Le panier, au départ, il est vide, c'est ce qu'on va mettre dedans par des actions. Mais si on n'en met pas, parce qu'on a été disqualifié, eh bien, en fait, on ne peut pas s'estimer. C'est bien la raison pour laquelle, dans la remédiation, il y a quelque chose qui est important, cette notion de disqualification que j'évoque notamment à la fin de mon livre dans les 8 clés, les 8 solutions pour sortir de ces pièges-là, de la trilogie inconsciente, c'est de dire que disqualifier ses parents, non pas les juger, non pas se fâcher forcément avec eux. Il s'agit de faire le procès de personne. Entendons-nous bien, en thérapie, ce n'est pas ça qu'on vient chercher. Ce qu'on vient chercher, c'est de comprendre des mécaniques intérieures qui vont nous permettre, en fait, de se représenter comment ça s'est passé quand on était petit, comment on a été vécu, comment on a été investi et qu'est-ce qu'on a à dire. Parce que quand on grandit, je prends un exemple, là il y a quelques personnes qui ont à peu près mon âge, on va dire. Quand on grandit, c'est-à-dire qu'il se passe à peu près 40 ans, 50 ans, voire même plus, entre le moment où on a vécu son enfance et le moment où on continue d'appliquer les mêmes schémas. C'est-à-dire que pendant 40 ou 50 ans, en fait, on occulte totalement tout ce qu'on a mis en œuvre. Donc, disqualifier ses parents, c'est pas les pénaliser, les mettre à mal, les punir ou se trouver impossible dans la relation. C'est pas du tout ça. C'est simplement de dire, moi, en tant qu'adulte, je peux conscientiser le fait que je ne suis plus cet enfant de 5 ans, je ne suis plus cette personne-là,
Et que si mes parents n'ont pas évolué, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas vu grandir, qu'ils n'ont pas vu tout ce que j'ai emmagasiné comme expérience et comme vécu, ça leur appartient. Ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que le principe même, c'est que en tant qu'adulte, je peux disqualifier ce que je considère comme tout à fait contestable dans ce que mes parents ont produit. Et peut-être, évidemment, avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bienveillance, sauf que c'était méga maladroit. C'est ce qu'Alice Miller a écrit dans C'est pour ton bien. Elle a écrit que dans le fond, les maltraitants, les parents maltraitants sont quand même des gens qui ont considéré que leur maltraitance était destinée à éduquer l'enfant. Bon, ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires qui maintenant sont tout à fait sous le coup de la loi maintenant. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, très bien. Je voyais que Jocelyne voulait peut-être réagir. Jocelyne? Non, non, je valide toujours avec beaucoup de force les propos de Madame Salmon, qui se reformule de façon différente encore, mais tellement percutante. Et je pense que Rodrigue, par rapport à notre conversation d'il y a 48 heures, tu dois accueillir quelques réponses, non? Rodrigue? Pas nécessairement, c'est pas une surprise parce que ce qu'elle a dit, c'est des choses qu'on avait déjà parlé autrefois dans nos premiers échanges avec Véronique. Donc, et puis bon, la discussion qu'on a eue, enfin tout ça, on va dire tout se relie et que je pense que la discussion Voilà. que j'ai avec ma mère était essentielle, qu'elle n'avait jamais eu lieu et qu'il a fallu que je lui fasse bien comprendre sans effectivement la juger ni quoi que ce soit, mais de bien lui faire ressentir c'est presque 40 ans de vie avec elle et ce qu'elle a pu m'apporter de néfaste et que malheureusement elle ne comprend toujours pas et j'espère qu'elle va le comprendre un jour. On ne peut pas préjuger de ça. En fait, toute la question va se poser sur le fait de savoir vivre sans, c'est-à-dire s'individuer, ou ne pas pouvoir vivre sans, et donc rester collé à une figure d'attachement dite donc insécure, parce qu'elle n'est pas bienveillante. Les trois piliers de cette fameuse théorie de l'attachement, c'est bienveillance, réponse adaptée et constance. Et vraiment, c'est assez facile à comprendre parce que c'est ça le moteur de l'estime de soi. Dès l'instant où vous considérez que vos parents restent les miroirs de ce que vous devez représenter à leurs yeux, vous êtes encore dans quelque chose de très infantile. Et donc, c'est tout l'enjeu de la psychothérapie, c'est de sortir justement des schémas. On parlait du fameux grand con, parce qu'effectivement, c'est extrêmement emblématique, mais dans mon livre, il y a aussi il y a 50 exemples en fait, de difficultés de cet ordre, dont un exemple qui me paraît extrêmement illustratif aussi du comportement des parents, c'est que c'est cette fameuse Pauline dont tout le monde connaît, en tout cas dans mes conférences, le principe. Pauline me consulte un jour pour des questions d'obésité. Et Pauline a toujours été une petite fille un peu boulotte, un peu replète, mais une adorable petite fille, puisque j'ai demandé à voir les photos, avec des boucles blondes, un enfant absolument ravissant, adorable, que son père osait appeler 15 tonnes. Très dur. 15 tonnes. 15 tonnes. Et je revois la scène et je la décris dans le livre. 15 tonnes, elle me dit comme ça, en séance, elle me dit, vous savez, moi, je n'aimais pas bien comment mon père m'appelait. OK? Comment vous appelait-il? Ouais, j'aimais pas. Et il y a un silence, elle n'arrive pas à le dire. Puis à un moment, elle le sort, elle dit 15 tonnes. Et tout de suite, elle vient défendre ce père. Elle vient dire, oui, mais dans la bouche de mon père, c'était gentil. Ah non, là, je l'arrête, madame, non. Dans la bouche de personne, c'est gentil d'appeler quelqu'un 15 tonnes, point. Et surtout pas une petite fille. Surtout pas. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Elle a souffert de l'humiliation, elle a normalisé l'humiliation, puisque dans la bouche de son père, c'est gentil. Et c'est normal, parce que dans son contexte familial, elle n'a pas l'autre parent sur qui se poser. La mère est très défaillante, elle est très infantile, elle est vraiment absente, elle ne peut pas être disponible à sa petite fille. Donc, en fait, elle n'a qu'un parent. Si elle le déglingue, elle ne peut pas s'en sortir. Donc, elle va évidemment valider. À partir du moment où elle normalise son humiliation, elle va la reproduire. Donc, elle continue à être obèse, elle continue à se faire maltraiter, humilier par ses amants, son ex-mari, même ses enfants, ses managers, tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est ça le piège. Dès l'instant où on normalise une souffrance, on ne peut pas
aller vers son estime de soi. Donc l'estime de soi, la base de l'estime de soi, c'est la sécurité intérieure qui dépend de la notion d'attachement. Et si les parents ne se sont pas comportés, je dirais de manière digne, parce que par méconnaissance ou par manque d'intérêt pour la question pédagogique, eh bien forcément, les besoins relationnels fondamentaux ne sont pas respectés, la définition de soi est entachée et l'estime de soi ne peut pas se construire. Donc à un moment, il faut faire sécession. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Boris Cyrulnik a appelé le principe de résilience. Et le thérapeute là vient apporter cette tierce personne qu'il faut à la résilience, c'est-à-dire un thérapeute qui soit bienveillant, avec des réponses adaptées et sous couvert de votre contrôle, Rodrigue, évidemment de la constance. Et c'est grâce à ça qu'on finit par s'individuer. Si je peux rebondir, Madame Salman, sur ce que vous avez dit, la discussion justement que j'ai eue, où je voulais expliquer par exemple que voilà, à ce jour, les simples discussions que j'ai avec elle, c'est des choses qui sont toujours négatives. C'est toujours critiquer quelqu'un, il n'y a jamais un constructif. Et systématiquement, elle a essayé toujours de dire oui, mais ton père, ou oui, mes parents, mais je lui ai dit, les problèmes avec ton mari, mon père, ou avec tes parents, ça ne me regarde pas. Moi, je te parle de moi. Vis-à-vis de toi, on a un problème actuellement qui dure depuis des années, et il serait peut-être temps maintenant d'arrêter tout ça. Et Alors, il y avait vraiment une notion de déni. Et j'ai eu la chance, grâce à vous, et grâce aussi à Jocelyne, les discussions qu'on a eues, c'est que c'est marrant, j'ai eu comme un déclic en disant, mais en fait, elle me sert à quoi aujourd'hui, ma mère? Enfin, quelle est la chose négative d'avoir une mère comme elle aujourd'hui, à part de toujours être dans le négatif, dans le rabaissement permanent? Et je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, tu sais, depuis l'âge de 6 ans, tu m'as donné des responsabilités d'adulte. J'ai dû me construire moi-même. Comme vous aviez dit, chercher indirectement, inconsciemment, l'estime de moi-même. Et en fait, j'ai pris totalement confiance qu'en fait, je ne vais pas dire qu'elle ne me sert à rien, mais elle n'est pas indispensable à ma vie. Et je sais très bien vivre sans donc elle. vous êtes autonomisé. Et complètement. Et je lui ai dit, il ne tient qu'à toi à prendre conscience du mal que tu as fait, qu'il soit direct ou indirect, peu importe. Mais je lui ai fait juste comprendre que peut-être tu as un travail aussi à faire sur toi-même. Et lorsque tu seras prête à faire ce travail, on pourra renouer un dialogue, toi et moi. Mais dès l'instant que tu es dans le déni ou tu estimes avoir une emprise sur moi, sache qu'aujourd'hui, tu n'as, mais depuis déjà un certain temps, aucune emprise. Tu peux strictement plus rien me faire parce que je sais ce que je veux. Et tout ce que tu pourras donner à la négative, ça m'importe parce que je sais que c'est faux. Alors, ce que vous évoquez, Rodrigue, ça s'appelle de la projection. C'est-à-dire qu'en fait, votre mère a absolument besoin que les autres soient incompétents. C'est important parce que le problème de l'incompétence lui parle à elle intérieurement et que c'est absolument insupportable pour elle d'envisager qu'elle puisse être incompétente. Donc, en fait, elle va projeter sur l'autre, quel que soit l'autre, alors c'est son mari, le gouvernement, le voisin, peu importe, tout le monde, ce qu'elle ne peut pas vivre en elle-même. Donc, en fait, vous ne pouvez pas prétendre à imaginer qu'elle puisse se réformer parce qu'elle a passé sa vie à accuser l'autre plutôt que soi. En tout cas, à vouloir que l'autre soit le fautif. Mais on va dire en psychanalyse que c'est sa partie vivante à elle. Parce qu'il y a bien un mécanisme qui dit, quand je suis en colère contre quelqu'un d'autre, vous voyez mon bras là bien dressé, quand je suis en colère contre quelqu'un d'autre et que donc j'active ma logique paranoïaque, alors c'est pas de la psychopathologie cette paranoïa-là, mais ça veut dire les autres sont mauvais, les autres sont un danger, les autres manquent, c'est les autres qui… Eh bien là, on est dressé. La colère évite en fait de contacter la partie tristesse de soi, c'est-à-dire la partie dépressive de soi. Donc, dès que l'instant où vous avez des parents qui ont sous-estimé votre valeur, eh bien, vous pouvez vous dresser contre eux, même si ce n'est pas forcément face à eux, mais au moins face à ce qu'ils ont fait pour pouvoir activer votre partie vivante de vous. Un exemple frappant, un exemple aujourd'hui qui, moi, m'a beaucoup ému. Récemment, j'ai une patiente quand même qui a été dans un retrait d'elle-même très absolu, avec une très très forte inhibition et une souffrance dans la relation sociale d'une manière générale, dans la relation affective. Bref, ça a compromis quand même beaucoup dans sa vie. Cette femme aujourd'hui a 45 ans. Et en fait, je repère chez elle un haut potentiel qui est tout à fait avéré, puisqu'après des tests, elle se retrouve avec un QI de 149. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que cet enfant-là n'a pas du tout été imaginé comme quelqu'un de capable. Au contraire, dégradée. Et je parle d'elle, mais je pense que tout le monde, à la limite, vous pouvez vous reconnaître dans cette idée-là. C'est que dans le fond, si vous avez dégradé votre estime de vous, c'est parce que vous avez été en miroir de l'estime de soi dégradée dans l'esprit de vos parents. Et donc, probablement que ça a dû générer beaucoup de fautes et de culpabilité, voire de honte. La honte, la différence, je ne sais pas si vous connaissez, la honte, c'est je n'y peux rien, je ne peux rien faire, je ne pourrai jamais rien faire, arriver à rien. Et la culpabilité, c'est je fais mal. C'est ça à peu près la nuance. Donc, dès l'instant où vous contactez ces deux profondes perceptions horribles de vous-même, eh bien, vous allez rentrer dans des logiques perfectionnistes où il faut, par exemple, comme je disais tout à l'heure, faire et refaire ces exercices de piano sans arrêt, ne jamais pouvoir rendre un travail avant de l'avoir lu une trentaine de fois, ne jamais savoir exactement évaluer, ne serait-ce qu'évaluer ce que l'on vaut, ce que l'on fait, ce que l'on produit. L'auto-évaluation est impossible. D'où l'intérêt véritablement de bâtir son estime de soi. Et je pense que c'est ça l'estime de soi qu'il faut évoquer. C'est-à-dire que ça sert en fait à mener sa vie en exploitant son potentiel. Et j'espère que cette personne dont je parle avec ce Q849 va maintenant se trouver sur son chemin. Et j'y crois véritablement. Parce qu'il faut pouvoir, grâce à l'estime de soi, imaginer son avenir. Il faut pouvoir initier des projets. Il faut pouvoir s'incarner dans ce projet. Il faut pouvoir s'autoriser à être un sujet et non un objet relationnel. Il faut pouvoir trouver des solutions, se dire qu'on est capable d'aller trouver des solutions en soi. Bref, vivre ses propres ressources et compétences. Ça sert à ça, l'estime de soi. Donc, c'est un moteur de vie. Alors, on a tous été enfants. On n'est peut-être pas tous parents, on va peut-être aussi l'être. J'aimerais savoir, Véronique, si j'ai compris que l'estime de soi prenait sa source dès l'enfance. Est-ce que ça varie en fonction de l'âge? Alors, oui, c'est vrai, c'est une question extraordinaire ça, parce que en fait, de 0 à 5 ans, l'enfant, il ne va valoriser que ses qualités. Il est toujours formidable, à condition évidemment qu'on n'ait pas dégradé cette image-là qu'il a de lui, bien sûr. Hein, mais sinon, c'est en principe ça. Il ne se compare pas aux autres. Il ne va vraiment pas se comparer. Et du coup, cet égocentrisme, quelque part, a du bon, parce que ça lui évite la pollution de la relation quand elle est mal posée. 5-7 ans, c'est l'âge où en fait il ne se compare pas aux autres, mais il se compare à lui-même. C'est assez chouette d'ailleurs, parce que en fait il comprend qu'il court plus vite qu'avant, il comprend qu'il lit mieux qu'avant, il arrive à comprendre ses progrès. C'est juste merveilleux. Après, il va se définir de manière plus précise. Par exemple, je suis footballeur, je suis sportif, je suis musicienne, je sais pas, je travaille bien à l'école. Il est capable de le dire. Quand on lui dit « Alors, ça va à l'école ?» Oui, il est capable de le dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est vrai à la condition que les parents ne viennent pas mettre leur grain de sel dans cette hypothèse-là. C'est-à-dire que dès l'instant où même au sein d'une fratrie, quelqu'un est en train de dire, une mère est en train de dire par exemple, bah, tu vois bien, lui, il a fini son assiette, tu pourrais quand même le manger, enfin, qu'est-ce qu'il y a, tu ne manges pas. Déjà là, on introduit une logique de comparaison. L'enfant, par définition, ne se compare pas aux autres. C'est ce qu'on lui propose de faire qui va commencer à être un rouage. Et vous imaginez que dans une grande fratrie, eh bien, on a de multiples occasions de se rendre compte que ce qui s'est passé pour les autres, c'est compliqué pour soi, il va peut-être falloir se conformer ou au contraire se dissocier, donc devenir éventuellement transgressif ou au contraire ne pas se sentir capable de le faire. L'enfant va être compliqué. Je vais repartager mon écran. On voit là, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que l'estime de soi, elle est complètement corrélée à la scolarité. Alors, je vous ai mis ma source là. C'est une étude qui a été faite qui est très intéressante parce qu'on voit que dès l'instant où on a un bon schéma de soi, c'est-à-dire on peut, alors pour vos enfants si c'est le cas, puisque je vois qu'il y a des gens qui ont des enfants là j'imagine, ou pour l'enfant que vous avez été, c'est intéressant. Dès l'instant où on peut se sentir prédisposé à une bonne scolarité, on a donc un schéma de soi. Et donc on va savoir utiliser spontanément des connaissances, on va pouvoir lever le doigt parce que dans le fond on peut se
proposer en fait à l'apprentissage parce qu'on a une bonne perception de son efficacité personnelle. Et donc, au fur et à mesure, ça crée l'idée qu'on peut accentuer son effort, on peut persister dans un effort pour réaliser notamment une tâche difficile. Et donc, forcément, ces bonnes performances-là qu'on acquiert ou qu'on produit, elles vont être reconnues à la fois par soi et par l'autre. Donc, vous imaginez que ce parcours-là scolaire, il va se retrouver bien évidemment dans la vie professionnelle par la suite. Le contraire est vrai aussi. C'est que si on n'a pas une organisation élaborée des connaissances de soi, si on n'arrive pas à se percevoir, eh bien on ne peut pas utiliser spontanément nos ressources, on a forcément une faible perception de l'efficacité personnelle, on ne peut pas produire de l'effort, on va même le réduire, en fait on va l'abandonner. On va abandonner très vite une tâche, surtout si elle est un tout petit peu confrontante. Et là, les faibles performances, pour le coup, elles vont être reconnues par tout le monde, par l'entourage et par soi-même, ce qui est juste quand même assez tragique. On a dans le sport également quelque chose d'assez intéressant parce que l'estime de soi, le corps, la capacité physique, la perception physique qu'on a de soi est assez intéressante. Elle est complètement corrélée à l'estime de soi. Vous avez 4 éléments, la condition physique, la compétence sportive, la force physique et… L'apparence physique. C'est ça, l'apparence. La question de l'apparence physique, c'est est-ce que je vais être beau si je fais des abdos? Si je ne fais pas d'abdos, est-ce que je vais être beau quand même? En gros, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que je dois faire des abdos ou est-ce que j'aime faire des abdos? Toute la nuance va être là. La force physique, est-ce que si je dois faire cette escalade-là, je vais me sentir assez, dans ma perception de moi, assez musclé, assez confiant en mes performances pour pouvoir sentir que ma force va être une véritable ressource pour moi ou pas? Les compétences sportives, est-ce que je peux aspirer à apprendre des nouvelles choses ou alors à performer davantage? Est-ce que je peux aller encore plus loin? Un peu comme dans le yoga, on se dit si vous respirez mieux, vous allez voir, vous allez avancer encore un peu plus. Et un peu plus, on voit les centimètres, on se voit progresser. Et puis la condition physique, qui est évidemment corrélée à l'estime de soi et la valeur perçue par soi-même sur le plan physique, c'est que nous devons savoir quel est notre carburant disponible à l'intérieur pour maintenir l'effort. Donc, vous voyez que c'est extrêmement complexe l'estime de soi dans ce domaine-là. Il faut tous ces éléments pour pouvoir finalement bâtir, alors peut-être pas une carrière, mais au moins une vraie activité physique autour de ça. Et c'est quand même très, très important. L'estime de soi, elle est totalement corrélée à la notion de résultat, tout le temps. Quand on n'a pas d'estime de soi, eh bien, on ne se dit même pas qu'on peut atteindre des résultats. Donc, on va dégrader ses aspirations, on ne peut pas investir dans soi-même, comme je disais, et donc, on va s'abstenir. Et c'est là où c'est intéressant dans la logique de trilogie inconsciente, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, c'est donc souffrance, normalisation, reproduction, mais en fait, elle est sous-tendue par une première trilogie archaïque qui est si je renonce, je vais m'accommoder. Si je m'accommode, je vais me contenter d'une satisfaction toute relative. Mais ça ne produira jamais du bonheur. Donc là, pour le coup, c'est renoncement, accommodation, satisfaction relative. On a vu dans l'exemple de la scolarité et de la reproduction après dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que si on n'a pas une bonne estime de soi, j'ai presque envie de dire c'est foutu. Alors, ce n'est pas foutu grâce à la résilience. C'est jamais foutu. En fait, c'est jamais foutu. La résilience, c'est le fait de trouver un nouveau regard qui se pose sur soi et qui permet de vérifier autre chose, d'expérimenter autre chose. C'est-à-dire, on a une croyance tout le temps selon laquelle on n'était pas estimable. Et puis voilà quelqu'un qui débarque, soit un professeur, soit un manager bienveillant, soit à la faveur d'un recrutement, parce que mine de rien, le recrutement, c'est quand même une adoption. Donc, on doit être estimable si on est adopté quand même. Là, c'est une expérience de référence positive, comme on dit. Eh bien, tout ça doit permettre de reconfigurer le regard qu'on a sur soi. Par exemple, un professeur ou un manager qui va poser ce nouveau regard, en fait, il va poser un regard sur une unicité. C'est-à-dire, voilà cette personne unique que je peux
me représenter comme étant positive. Ce qu'a dit Rodrigue tout à l'heure est emblématique de quelque chose de tout à fait terrifiant, c'est que dès l'instant où on a une mauvaise image de soi, donc une mauvaise définition de soi, sur la base de ce que nos figures d'attachement ont dit de nous, eh bien en fait ce sont ces figures d'attachement qui n'ont jamais pu s'estimer. Donc elles n'ont pas fait leur résilience, mais ça ne nous définira jamais. Le passé ne nous définira jamais. L'image de nous ne nous définira jamais. Ce qui est important, c'est l'idée qu'en fait, nous puissions reconfigurer un regard au travers d'une nouvelle expérience de référence positive. Un thérapeute fait partie de ces personnes qui vont favoriser la résilience parce que, évidemment, la logique sera de se représenter d'une nouvelle manière. Et c'est ça qui va faire qu'on s'individue. Alors, si tant est qu'on prend conscience qu'on a une mauvaise estime de soi, oui. J'ai bien compris que ce n'était pas foutu. Maintenant, c'est comment on fait pour bâtir? Comment on fait? Alors, bâtir son estime de soi, c'est donc s'individuer, comme je l'ai dit, hein, c'est-à-dire avoir une pensée propre sur soi, avoir une logique personnelle, une responsabilité propre de soi-même et ne pas accorder davantage d'importance, parce que là, c'est une construction mentale de pure souche, enfin, pur sucre même. La construction mentale qui vaudrait que le regard que les autres portent sur nous dégradant est plus important que le regard qu'on se porte. Là, c'est une construction mentale, c'est même une barrière mentale. Donc, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions. La première étant, si on m'enlevait tout, si on m'enlevait, je ne sais pas, mes bijoux, par exemple, je ne sais pas, ma belle voiture, ou bref, tous les attributs qui permettent de se ressentir un peu narcissiquement puissant et qui sont une illusion. Si on m'enlevait tout aujourd'hui, qu'est-ce qui resterait de moi? Et qu'est-ce que je me proposerais de devenir? Si on m'enlevait tout, quelle serait en moi ma capacité de ressources? Ça, c'est intéressant. Après, les bonnes questions, c'est quelles sont mes passions? Quels sont mes centres d'intérêt? Peut-être que je n'en ai pas. Pourquoi? En fait, je voudrais vous proposer, pour bâtir votre estime de vous, de cesser d'être dans la notion d'entrave. Vous savez, là, par exemple, vous allez matérialiser, vous avez à gauche toutes vos problématiques. C'est-à-dire, je suis nul, je suis incompétent, j'y arrive pas, je suis pas bon, je suis pas beau, je suis pas gentille, peu importe. D'accord? Tout ça, c'est là. Et en fait, de vous translater vers l'autre partie, là, radicalement opposée, qui va dire « Ok, je vois bien tout ça là, mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Bref, de passer de la question émotionnelle à la question analytique. C'est-à-dire, j'ai peur, c'est là. De quoi j'ai peur? C'est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans la dimension émotionnelle qui est probablement dégradante parce qu'elle a été dégradée initialement, et nous passons dans la dimension mentale qui est d'analyser ce pourquoi nous avons été dégradés. Et donc, de le passer à la moulinette, de le passer au filtre, de le passer au crible, de ne plus accorder un blanc-seing comme ça absolu à ce qui a été dit de nous ou la façon dont nous sommes nous-mêmes vécus. Donc, de réfléchir. Alors, moi, vous savez, j'adore les trilogies. Je dis, il y a, dans ma pratique en tout cas, une exigence, c'est réflexion, compréhension, changement. C'est-à-dire que dès l'instant où on se met à réfléchir, au lieu d'être stagnant dans la question émotionnelle, j'y arrive pas, dans l'entrave en quelque sorte, dans la barrière mentale, eh bien qu'on se dise, ok, pourquoi? Et pourquoi je ne ferai pas? Lever les barrières. Elles n'appartiennent qu'à nous. La construction mentale, c'est l'idée que l'on se fait. Et elle est figée. Il n'y a pas de raison qu'elle se fige. Donc, c'est à vous de prendre conscience de la logique de ce qui vous entrave pour pouvoir vous dire, bah d'accord, là, j'ai des difficultés. Là, quels sont mes axes d'amélioration? Ça change la donne quand même, parce que ça crée de l'espérance. Dès l'instant où on retrouve l'espérance, on retrouve le chemin de la vie, en fait. En tout cas, on trouve un chemin vers l'estime de soi. Il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de Rosenberg, qui a mon âge, qui date de 65, qui a été très intéressante et que je pratique beaucoup. J'ai un test sur l'estime de soi que je pourrais vous adresser d'ailleurs si vous le souhaitez. C'est un test en 10 questions et c'est un test qui est délibérément confrontant. Par exemple, il y a des questions comme
Alors, il faut répondre, c'est pas toujours très facile, d'accord, pas d'accord, un peu d'accord, tout à fait d'accord, pas du tout. Enfin bon, il y a des nuances. Parfois, je pense que je ne vaux rien. Waouh, c'est quand même très dur comme question. Eh bien, je vous assure qu'il y a des gens qui disent tout à fait d'accord. Ils disent même pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de nuance. Il y a des gens qui répondent tout à fait d'accord. Je sens qu'il n'y a pas grand-chose en moi dont je puisse être fière. Ou j'ai tendance, tout bien considéré, à penser que je suis un raté ou une ratée. Et il y a aussi des gens qui disent je pense que je me respecte. Ok, d'accord. Alors pourquoi on dit d'accord et pas tout à fait d'accord? Qu'est-ce qui blesse? Qu'est-ce qui manque? Eh bien, tout ça est à poser. C'est une question personnelle à poser. Donc, dès l'instant où vous voulez établir ce qu'on appelle une connexion interne, c'est-à-dire être en contact avec vous-même, vous devez, tu vois, je touche ma pépite, vous devez penser à la pépite que vous êtes. Je pense à ça parce que vous voyez la pépite là, pépite, c'est un bijou. C'est une pépite que je porte souvent parce qu'elle m'a été inspirée par Mathieu Ricard, que vous connaissez très certainement, qui est donc le porte-parole francophone du Dalai Lama. Et il dit, alors, imaginez une pépite d'or, d'accord? Vous la mettez dans la boue, la fange, le fumier, les gravats, les mines de sel, au fond de l'océan, dans les poubelles, ce que vous voulez, d'accord? Puis vous l'oubliez. Ok, vous l'oubliez. Et puis, des années plus tard, vous la ressortez. Vous la nettoyez, vous l'époustez, déjà vous vous rappelez où elle est, et puis vous retrouvez le chemin de cette pépite. Vous la rendez, et bien finalement, comme dit Mathieu Ricard, elle est ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Elle est une pépite. Et donc, c'est là où vous devez vous rappeler que vous êtes cette pépite, mais que probablement, on vous a mis dans la poubelle. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a mis dans la poubelle que vous ne pouvez pas en sortir. Il n'y a pas de fatalité. Rien n'est jamais inscrit. Donc, à tout âge, on peut modifier quelque chose de soi. Donc le chemin, si je comprends bien, c'est déjà écouter son émotion, passer à un stade de réflexion, quasi d'analyse, le pourquoi, le comment. Et finalement, la troisième voie, c'est une fois constat fait, c'est de dire de quoi j'ai besoin finalement pour la bâtir, pour la construire. Est-ce que c'est ça la logique, Véronique? C'est la logique. Et de quoi j'ai besoin pour la bâtir, cette estime de soi, ça va partir de vos premières réussites. Enfin, vous n'avez pas passé une vie à ne rien réussir. D'abord, vous êtes né, c'est déjà une sacrée réussite. Hein, vous avez quand même fait ce passage extraordinaire de naître. Et parfois, pour certains, il y a des naissances qui sont très, très difficiles, voire fatales, voire dangereuses. Il y a quand même que vous avez appris en 10 mois, comme dit Cyrulnik, à parler une langue maternelle entre 20 et 30 mois. Je ne sais pas si vous imaginez la performance intellectuelle que ça suppose. Vous avez fait quelque chose d'historique, on pourrait dire, qui ne sera même jamais refait à ce niveau de performance. Vous avez appris à faire du vélo, à nager, vous avez appris après à grandir, à être en relation avec autrui. Bref, tout ce que vous avez engrangé comme réussite que vous n'imaginez pas, parce que pour vous, c'est normal. Et c'est tout le principe de la lourdeur que suppose la normalisation. En normalisant, finalement, vous renoncez à croire que vous avez fait des choses belles. Vous avez été à vos âges recruté, vous avez produit des travaux de qualité, vous avez été diplômé pour la plupart, j'imagine, ou pour tous. Bref, on ne peut pas nier l'existant. Donc, en fait, reconnectez-vous à vos expériences de référence positives pour pouvoir sans arrêt vous dire, bah, quand même, je vaux quelque chose, puisque l'estimation, c'est une valeur de soi. Donc oui, bien sûr. C'est peut-être un travail d'autosuggestion, en fait. C'est comme on estime un bijou ou une maison, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est comme un bien immobilier, je dirais, on donne une valeur. Alors le problème, c'est que l'estimation par rapport à l'immobilier notamment, c'est par rapport au marché. Alors que l'estime de soi, elle doit être plus relative, elle doit être plus personnelle. Parce que si vous prenez en compte le fait que les autres vont avoir, alors on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Disons que si les autres ont une image dévalorisante de vous, ok, peut-être que ça va vous inciter à dire mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut les accuser, ils sont nuls, ils ne me comprennent pas. Et puis on peut dire tiens, qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas à être en relation? Donc c'est quand même une auto-évaluation beaucoup plus subtile. Mais oui, c'est comment je peux quantifier ma valeur, les valeurs que j'ai,
la valeur que je représente aux yeux des autres, comment je m'institue dans le monde relationnel et qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer éventuellement. Donc la voie à suivre, c'est la politique des petits pas, c'est construire peu à peu cet équilibrage en se posant dans l'action, c'est ça, en faisant des choses qui nous conviennent bien, qui sont en fonction de nos capacités naturelles, notre âge, notre expérience, c'est ça? C'est la politique Alors des oui. expériences? Et oui, alors c'est toute la question d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on se demande à soi-même? Il faut être quand même très clair. Si on se demande, si on met la barre trop haut, par exemple, si on pense à être ministre avant d'être bachelier, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi se donner des objectifs, comme on dit en coaching, mesurables. Les objectifs qu'on dit SMART. Et oui, c'est ça qui est important. La question aussi, elle est intéressante parce qu'elle sous-tend le problème narcissique, en fait. Il faut bien vous dire qu'il y a des gens qui sont hyper narcissiques, pas forcément pervers narcissiques, mais hyper narcissiques, c'est-à-dire qu'ils ont un sentiment absolument extraordinaire d'eux-mêmes, une perception tout à fait magnifique d'eux-mêmes, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils ont été bien nourris affectivement. Ça peut vouloir dire justement qu'ils ont été en carence affective telle qu'ils vont eux-mêmes produire quelque chose qui vient compenser la carence. Donc, ce n'est pas parce qu'on est tout tambourinant que forcément on va considérer qu'on est bien estimable en fait. Donc c'est très relatif, c'est très ténu. C'est pour ça que c'est intéressant de l'évoquer avec un thérapeute, parce que le miroir qui est fait permet quand même de dire, alors attention là, cet hyper-narcissisme va vous créer un hyper-contrôle puisque vous devenez le filtre de tout. C'est quand même dangereux de devenir le filtre de tout. Donc, vous voyez que la figure d'attachement, alors la figure d'attachement, il faut qu'on la devienne soi-même. Je pense que c'est ça ma conclusion à votre question, Benoît. C'est l'idée que, dans le fond, si nous devenons figure d'attachement nous-mêmes, c'est-à-dire bienveillants, avec des réponses adaptées et constants, nous pouvons produire une logique relationnelle non carencée, on va dire. Donc, peu importe si nous avons ou non des figures d'attachement insécures au départ dans la vie, ce qui compte, c'est qu'on devienne soi-même des figures d'attachement, quel que soit le niveau relationnel. Évidemment, beaucoup vis-à-vis d'un enfant, modérément, selon le degré de parenté, le degré de relation qu'on a avec autrui en général. Mais c'est la relation à l'autre qui va être bénéficiaire de l'estime de soi. J'ai une réaction d'Isabelle qui dit « Ok, super, une fois qu'on réapproprie son estime de soi, me dit-elle, ou nous dit-elle, c'est un effort de chaque instant pour ne pas le perdre ou perdre cette estime. Est-ce que vraiment ça nécessite un effort continu? » Question d'Isabelle. Peut-être Isabelle voudrait parler de ça. Est-ce que c'est un effort continu pour vous, Isabelle? Déjà, il faut la retrouver. Donc, il faut accepter aussi les compliments. Et est-ce que la moindre réflexion ou le moindre échec, voilà, j'ai l'impression que l'estime, c'est la différence entre ce qu'on croit être et puis ce qu'on aimerait bien devenir. Surtout si on a été habitué pendant tant de temps à croire le contraire. Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, dans la question du transfert contre transfert avec le thérapeute, mon thérapeute, il va forcément m'aimer. Donc, il n'est pas représentatif de la population générale. Et oui, c'est tout le problème. Mais, alors, je fais référence à ce qu'a dit Jacques Salomé. Jacques Salomé, qui est un grand contributeur aussi du développement personnel, qui est contemporain, qui est un vieux monsieur maintenant, mais tout à fait plein de talent. Il parle d'hygiène relationnelle et lui, son expérience est très probante en termes de résilience. Lui, quand il était petit, alors il est né d'une jeune fille qui avait 15 ans, avec un jeune homme qui avait 16 ans, qui évidemment n'est pas resté. Il est né dans les faubourgs et les bas-fonds de Toulouse. Il était appelé à être ce qu'on appelait à l'époque un blouson noir, un petit caïd. Et puis, il a eu, je dirais, la chance d'être très malade, puisqu'à 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus, il a eu la tuberculose osseuse, qui, à l'époque, exigeait
voudrait qu'on l'envoie dans un sanatorium à des heures et des heures de chez lui. Donc, en fait, à l'époque, on plâtrait de pied en cap et on laissait l'enfant livré à ça. Mais heureusement, cette infirmière qui s'occupait de lui n'a pas du tout vu en lui le petit caïd, le petit blouson noir et le petit délinquant qu'il était en train de devenir. Alors lui, il avait 8-9 ans. Donc, il a pu tout de suite être investi dans un autre regard. Ce qui va compter, c'est ce que l'autre va nourrir dans son regard. Et donc, allumer une forme d'étincelle. Après, effectivement, il faut bien souffler sur les braises pour que la flamme résiste, mais elle résiste à la faveur notamment de la régularité des séances thérapeutiques, à la faveur de la durée aussi dans le temps, dans le soutien, à la faveur de l'alliance thérapeutique qui est tellement merveilleuse, parce que là, c'est vraiment important. Il faut comprendre à quel point c'est effectivement fragile, mais cette base du regard bienveillant d'autrui va permettre à la personne de comprendre qu'elle peut être vécue autrement. C'est ça qui va compter le plus. Et à un moment, par la question analytique, il y a toujours deux phases dans la psychothérapie. Il y a la phase où on accueille l'émotion, et ça prend le temps que ça prend. Et il y a la phase où les gens vont beaucoup mieux sur le plan émotionnel. Ils disent « Ah ben ça va, bon ben voilà, j'ai fini ». En fait, je leur dis « Attention, c'est maintenant que ça commence ». C'est maintenant que ça commence parce que maintenant, votre cerveau, il est libre, il est ouvert. Il est analytique, il est propice à l'analyse. Parce qu'avant, c'était trop mélangé dans des affres, c'était là. Maintenant, on va passer là. Et il y en a qui le croient, il y en a qui ne le croient pas. Ceux qui le croient, généralement, avancent à pas de géant. Mais effectivement, il ne s'agit pas d'aller mieux sur le plan émotionnel, il s'agit d'accueillir tout ce qui se passe à partir du moment où on déclenche un système de résilience, même si on n'a pas eu de facteur de sécurité petit, on peut déclencher une résilience. Elle est plus difficile à obtenir, mais avec la psychothérapie et le regard de l'autre, ou un conjoint bienveillant, ou même un manager qui va prendre soin de vous, quelque chose de nouveau comme expérience relationnelle, va produire une résilience. C'est vrai pour des professeurs qui portent un regard différent sur un enfant, parce que l'enfant, il a été dénigré sur ses compétences, même quand il a 17 sur 20, on lui dira, tu as 3 points de moins, où est-ce qu'ils sont, enfin, je veux dire, mais un professeur va être capable de dire, ah, dis donc, bravo, tu es en train vraiment d'avancer. Donc ça, c'est intéressant. C'est le regard de l'autre qui, Isabelle, va vous permettre, le regard de l'autre bienveillant, qui va vous permettre de maintenir cette petite flamme pour devenir une belle flamme, quoi, la pulsion de vie, en fait. Une réaction qui dit aussi, et je peux comprendre, et de temps en temps aussi, je peux m'en étonner, c'est le plus compliqué, c'est de recevoir des compliments. Et ça a un lien avec la souffrance, la normalisation, la reproduction? Oui, ça a un lien, mais j'ai une solution à ça. La solution, c'est qu'en fait, on parle d'un triangle, le triangle des 3 A. Vous imaginez un triangle pointant en haut avec 3 A à chaque pointe. Le premier A en bas, à gauche, c'est le A de accueil. D'abord, on accueille. Parce que Isabelle, vous disiez, c'est difficile de recevoir des compliments. Ben oui, évidemment, c'est trop nouveau, c'est sûr. Ça fait bizarre, ça pique un peu. Mais dans le fond, est-ce que c'est tellement surprenant? Vous pouvez accueillir le compliment en disant, dans le fond, peut-être que moi, je peux dire que la personne a raison en me disant ça. Et puis, de toute façon, ça ne m'appartient pas puisque c'est l'autre qui le pense. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que la toute-puissance voudrait qu'on croit savoir ce que l'autre dit, même si on a le sentiment qu'il ment. En fait, ça lui appartient, ça ne nous appartient pas. Donc, on va laisser à l'autre le principe de dire ce qu'il pense et de considérer qu'il a raison de le penser puisqu'il le pense. Donc, on va accueillir. Et puis, on translate dans le deuxième A, qui est la pointe en bas du triangle à droite, et qui dit accueillir. Accepter. On accueille, puis on accepte. Accepter, c'est quoi? C'est dire, ça lui appartient. Je ne suis pas suffisamment puissant dans la vie pour décider ce qui n'est pas, puisque c'est. Donc, accepter ce qui est, point. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit que je suis vraiment génial, eh bien, ça lui appartient, il a le droit et je n'ai rien à faire là-dessus. Je ne peux pas intervenir parce que je n'ai pas le droit de déconsidérer ce que lui
met en œuvre dans sa relation avec moi. Je n'ai pas ce droit-là, je n'ai pas cette toute-puissance-là. Et à partir de là, les deux A montent vers le point, la pointe en haut, qui est l'alchimisation. Donc, on alchimise. Alors, qu'est-ce qu'un alchimiste? Je pense que tout le monde sait. Un alchimiste, c'est au Moyen-Âge quelqu'un qui était capable de transformer le plomb en or. Donc, symboliquement, capable de transformer tout ce qui est lourd, gris, froid, pesant, moche, en quelque chose de brillant, magnifique, prometteur, lumineux, etc. Alchimisé. Autre réaction, et j'avais envie de vous poser cette question, Véronique. Est-ce que finalement, bâtir son estime de soi, c'est aussi la solution première, et je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est peut-être aussi de se séparer des personnes qui sont toxiques? Est-ce que c'est une voie à suivre ou est-ce qu'on peut s'autonomiser tranquillement son estime de soi? J'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Alors, elle est très juste, votre question, parce que dans le fond, si on réfléchit bien, il y a des gens dont on peut se séparer, puis d'autres pas. Quand on parle des parents, c'est vraiment très, très culpabilisant de se séparer de parents. Et alors, il y a plein de formes. Il y a des gens qui ont tenté le coup et ils ont dit, je vais très mal, donc je te demande de ne plus m'appeler, à la mère. Voilà. Du coup, la mère dit, bah, comme mon enfant va mal, je vais l'appeler, forcément. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Donc, ne m'appelle pas. C'est très difficile. Donc, ce n'est pas toujours possible de se séparer physiquement. Mais on peut vraiment s'individuer, c'est-à-dire considérer que ce qui appartient à l'autre, la névrose de l'autre, n'est plus impactante pour soi. Ce qui compte, ce n'est pas la séparation physique quand ce n'est pas possible. Bien sûr, quand c'est possible, on peut divorcer, on peut changer de boulot. Ne pas le faire serait d'ailleurs dommage parce que ça nous obligerait à être dans une soumission tout à fait coupable vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça serait un renoncement, donc une espèce d'accommodation avec une satisfaction trop peu relative. Mais ce qui est le plus important, c'est que cela ne nous impacte plus. C'est qu'on arrive à être individué suffisamment pour pouvoir considérer que ce que l'autre dit lui appartient pleinement. Dans mon livre, il y a cet exemple de projection que je trouve merveilleux. Cette jeune fille qui vient à mon cabinet éplorée, ça fait 3 mois qu'elle ne dort pas parce qu'elle a renversé un petit garçon sur la route et que c'est pas très grave l'accident en soi et le petit garçon va quand même pas mal. Mais ce qui est important, c'est que pendant ces 3 mois, la mère du petit garçon l'a littéralement pourri sur les réseaux sociaux. Elle l'a accusée de tous les maux, d'être particulièrement négligente, etc., etc. Et donc, elle vient me voir. Elle a été énormément affectée par ce que dit cette mère, d'autant plus que ça venait de se surajouter à sa culpabilité. D'accord? Je lui demande d'élargir son champ de vision. Qu'est-ce que vous voyez dans la scène? Il me dit, rien. Comment ça, rien? Petit garçon. Il est comment? Il est sur son skateboard. Déjà ça, on ne le savait pas au départ. Ah tiens, il est sur la chaussée sur un skateboard. Ok, là on commence à être dans l'analytique, vous voyez, on n'est plus dans l'émotion. Et puis à un moment, je dis, élargissez encore un peu le champ de vision. Qu'est-ce que vous voyez? Sur son skateboard. Ok, il a des protections, il a un casque? Non. Il a des genouillères? Non. Des coudières? Non. Bref, il n'a rien, le gamin. Ok, il est sur la chaussée, il n'a pas de protection et il est sur son skateboard. Élargissez encore le champ d'action, madame. Et là, elle voit qu'elle ne voit rien. Et en soi, c'est une extraordinaire réponse, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère n'est pas là, ou le parent. Donc, qui est négligent dans l'histoire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se laisse traîner dans la boue par des parents, des voisins, des gens compliqués, si on se laisse dégrader par l'autre et qu'on laisse donc s'activer la logique de projection, parce que la négligence, évidemment, concerne la mère, ça ne concerne pas l'automobiliste, eh bien là, on donne crédit à l'autre, donc c'est à nous de ne pas être impactés et de comprendre avec recul que cette question de négligence, ce n'est pas de moi dont on parle, c'est de l'autre. C'est bien l'autre qui accuse, qui est dans ce qu'elle accuse. J'aimerais que vous puissiez nous éclaircir sur le mot individué, sur ce verbe. Je peux le découvrir. Alors, est-ce que c'est un concept? C'est jungien? Est-ce qu'on peut évoquer ça? Parce que moi, j'aimerais avoir Alors, plus de...
c'est très intéressant l'individuation. Alors, d'abord, il y a une littérature extrêmement abondante et peut-être pour vulgariser quelque chose, je dirais que l'individuation, c'est pas l'individualisation. L'individualisation, alors ça, je fais référence à peut-être à un outil que vous connaissez bien qui s'appelle la spirale dynamique, je ne sais pas. La spirale dynamique, c'est ce que l'école de Palo Alto a fait pratiquement de mieux avec la communication non violente. Palo Alto, c'est une ville en Californie où se sont réunis dans les années 50 des chercheurs, des statisticiens, des économistes, des sociologues, des psys évidemment en tout genre, des historiens. Et ils ont travaillé beaucoup sur des tas d'outils possibles. Ils ont sorti des choses magnifiques qui sont encore en cours d'élaboration d'ailleurs. Et donc dans la spirale dynamique, qu'est-ce qu'on dit? On dit que pour ne pas être tout seul, il faut être dans un groupe, une tribu. Mais on est très protégé dans la tribu, mais on est très petit dans la tribu, puisque dans le fond, on ne fait pas grand-chose, puisqu'il y a une répartition des tâches, on n'est pas tout seul, on ne peut pas savoir ça. Mais à un moment, on en a marre. Et on a vraiment besoin de s'individualiser, c'est-à-dire de se séparer de tous ces gens qui nous encombrent, parce qu'on se sent dans nos compétences, c'est ça la perception de l'estime de soi, on se sent la compétence de pouvoir vivre seul. Donc, on s'individualise. C'est une question d'indépendance, mais ce n'est pas de l'autonomie. Avant d'arriver à l'autonomie, il va falloir acquérir des codes, engranger des réussites. Donc, vous voyez que l'estime de soi est totalement corrélée à ce parcours. Avoir des valeurs. Et puis, à un moment, on a une pensée propre. On a une pensée autonome. On pense par soi-même, on est responsable pleinement de soi. On n'est plus assujetti à un dogme familial qui dirait tu ne dois pas faire ci, ou il est hors de question que. Voilà, on n'est plus là-dedans. On est avec soi. Et comme je dis toujours, avec soi, on n'est jamais seul. Surtout quand on est individué. Donc, ce n'est pas de s'individualiser, donc d'être indépendant qui compte. Ce qui compte, c'est de s'individuer, c'est-à-dire de devenir un individu à part entière. Et là, on bâtit l'estime de soi. Merci. Merci pour cette précision, Véronique. Des réactions de la part de vous qui êtes là en train de découvrir différents concepts, différentes appréhensions de cette estime de soi? N'hésitez pas à réagir sur le chat de façon à ce qu'on puisse interagir et répondre à vos questions. Alors, qui veut? Madame Salmon, j'ai juste envie de dire par rapport à cette expression envers l'autre qui manque d'estime de soi, de s'entendre dire mais oui, mais tu n'es pas objectif puisque tu es ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Le filtre que perçoit celui qui n'a pas d'estime de soi, qui est celui du statut de parent. Comment vous y répondez? Alors, en fait, Freud disait l'enfant est une part narcissique du parent. Moi, je dirais même une grosse part. Oui. C'est-à-dire que tout part de l'idée que, par exemple, quand un enfant rapporte une bonne note, le parent va lui dire « je suis fier de toi ». Oui. Donc là, il impose sa vision de l'enfant qui serait parole d'évangile. À partir du moment où vous évoquez l'idée à l'enfant qu'on n'a pas à être fier de lui, mais que lui a à être fier de lui, d'accord. C'est-à-dire dire que le parent puisse dire « Eh bien, je suis très content que tu puisses être fier de toi grâce à cette bonne note ». Ça change la donne. C'est-à-dire qu'on apprend à s'individuer. Voilà. Un commentaire, une question m'est posée. Pourriez-vous faire le distinguo entre l'autonomie et l'indépendance? Dans la chronologie naissance-mort, ce qui fait l'ensemble de la vie, on commence par la naissance, on est en totale dépendance. On doit aspirer à l'autonomie, qui est en bout de chaîne. On ne sait pas exactement quand cette pensée propre adviendra. Mais entre les deux, il y a l'indépendance. Par exemple, vous avez cette idée qu'un enfant, vers 3 ans, même avant d'ailleurs pour certains, il commence à se dire eh bien moi, je veux plus manger, je veux plus qu'on me donne dans la bouche,
ou alors je ne veux plus tenir la main de ma maman dans la rue. Ça, c'est une velléité d'indépendance. Ce n'est pas une velléité d'autonomie. C'est-à-dire que l'indépendance, elle doit être accueillie. On parlait d'accueil tout à l'heure. Elle doit être accueillie. Parce que si, par exemple, dans la rue, la mère dit « tu me tiens la main » et c'est comme ça, en fait, elle n'accueille pas la propension naturelle de l'enfant à grandir. Ce qui veut donc dire que quand les gens sont sous dépendance affective, ils sont donc dans leur infantile, et c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs. Je fais le distinguo dans mon livre entre l'enfantin et l'infantile. L'enfantin, c'est toute la gourmandise de la vie, l'exploration, la conquête, la découverte, la gourmandise de la vie, et l'infantile, c'est la régression. Donc toutes les personnes adultes qui sont en fait dans une régression infantile n'ont pas été capables de surmonter le fait que leurs parents, leur figure d'attachement, a empêché la velléité d'indépendance tout petit de cet enfant. Si au contraire, la mère dit « Ah, ben, je vois que tu grandis, je vois que tu as envie d'être indépendant et non pas autonome, parce que tu vis encore sous mon toit, parce que c'est quand même moi qui fais les courses pour te donner à manger, parce que tu ne payes pas encore tes factures, parce que tu n'es pas encore adulte, mais encore l'adulte. » Je vais faire un webinaire sur la question du vrai adulte, je crois en septembre, fin septembre. Comment bâtir son vrai adulte. Eh bien, si cette mère dit « Ah ben, je suis très contente que tu ne veuilles plus me tenir la main, parce que dans le fond, je vois que mon enfant grandit et j'en suis très heureuse. » Alors, tu sais quoi, on va bâtir un cadre, toi et moi. Parce que bien évidemment, tu vois qu'il y a des voitures, il y a la rue, il y a la circulation, puis il y a des sorties de garage, tu risques. Donc, je te propose de marcher à côté de moi. C'est un premier pas vers l'indépendance, mais une indépendance accompagnée. Parce que le principe du parent, c'est d'abord de mettre en sécurité son enfant et de l'accompagner dans ses progrès et ses apprentissages. Donc, tant que c'est le cas, on est dans une logique de recherche d'indépendance. Après, quand on n'aura plus besoin de cet accompagnement, on sera dans l'autonomie. Voilà, c'est la différence. Et donc, il y a une différence majeure entre l'enfant à qui on a réfréné ses ardeurs de devenir indépendant et donc réfréné sa propension naturelle à devenir grand. Il ne peut pas, il n'est pas autorisé et il va s'interdire désormais de grandir. Donc, même s'il grandit en stature, disons, ou en corpulence, il va rester ce petit enfant entravé. Et donc, c'est faire sauter les entraves et les barrières mentales qui vont permettre d'aller vers une autonomie, c'est-à-dire vers l'idée qu'on est assujetti à aucun autre cadre que le sien. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Et c'est-à-dire finalement que l'autonomie, c'est un objectif et l'indépendance, c'est un moyen pour atteindre cet objectif? Une étape. Une étape. C'est ça, absolument. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Je vois un nouveau message arriver. Ça a l'air très clair, répond Nathalie. Ça a l'air très clair. Bon. Oui, les réponses sont claires. Mais alors, pour le coup, sur cette question-là, je ne m'appesantis pas trop parce que c'est vraiment le gros du webinaire sur comment bâtir le vrai adulte en septembre. Je crois de mémoire. Je ne connais pas mon propre programme par cœur. Alors, si je peux me permettre, Véronique, dans le livre que vous avez écrit, la trilogie inconsciente, souffrance, normalisation, reproduction, vous faites allusion à 8 solutions qui sont proposées pour aller mieux. Et Oui. une d'entre elles, vous évoquez la disqualification. C'est ça. Ben, la disqualification, c'est ce que j'ai évoqué, c'est il faut apprendre à s'autoriser, parce que c'est vraiment une autorisation intérieure, de démontrer que dans le fond, ce qu'ont fait les parents, bah, nous-mêmes en tant que parents, on ne voudrait pas de ça. C'est très contestable. C'est une logique éducative qui se remet en question. Le principe d'ailleurs, pour revenir sur la question précédente de l'autonomie, dans la pensée propre, c'est ça. C'est de pouvoir arriver à un esprit critique suffisant, qui est d'ailleurs très français, très voltairien, sur l'idée que ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses qu'elles sont forcément suffisamment consistantes pour être préservées. Non. À chaque fois, il faut rebâtir quelque chose. Moi, j'ai fait personnellement, pour mutualiser une expérience, j'ai fait de ma maternité, parce que j'ai 2 filles en âge assez rapproché, qui ont maintenant la vingtaine, 25 et 27, j'ai fait avec elles un laboratoire expérimental. Moi, j'étais fille unique déjà.
Donc, en fait, je ne savais pas ce que c'était la fratrie. Donc, il a bien fallu que j'imagine et que je me renseigne. Donc, le fait, dans mon parcours thérapeutique personnel et dans mes recherches personnelles, dans mes formations, j'ai beaucoup travaillé la question de la fratrie. Ça veut dire quoi? Si je ne l'avais pas remis en question, je ne me serais pas autorisée d'avoir plus d'un enfant. Ça n'aurait pas pu être possible. Je n'aurais pas remis en question le sacro-saint principe de l'enfant unique. Et j'ai bien fait, parce qu'en plus, elles sont chouettes toutes les deux, elles s'entendent bien. Mais si les parents ont le sentiment que, dans le fond, ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, c'est un sacro-saint principe, mais laissez-leur, je vous en prie. Mais laissez-leur leurs illusions. Vous n'êtes pas là pour faire leur éducation. Vous n'êtes pas là pour leur demander de changer. Vous êtes juste là pour apprendre à être moins impactés par leurs décisions, probablement très archaïques, qu'ils ne remettent pas en question. C'est tout. Quels sont les bénéfices d'avoir une bonne estime de soi? Ça amène quoi? Les bénéfices, c'est la grande question, c'est la culpabilité et l'autorisation. C'est-à-dire que dès l'instant où vous vous autorisez à vous permettre quelque chose, eh bien, en fait, alors il y a 4 sphères dans les permissions de soi. Se permettre d'exprimer des sentiments, se permettre de réussir dans la vie, d'être en phase avec le monde qui nous entoure, se permettre d'être en relation, se permettre d'être son identité propre. Donc, toutes ces permissions-là, on peut se les accorder si on se sent suffisamment estimable. C'est-à-dire si on se sent capable de nourrir un projet de soi. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que nourrir un projet pour soi, c'est lié à l'estime de soi et c'est lié à l'incarnation de soi. Or, par exemple, si on a des parents qui se sont beaucoup disputés, par exemple, ou qui ont montré une certaine distance relationnelle, pas trop de bisous, pas trop d'interaction, pas de complicité, juste une espèce de parentalité fonctionnelle, pas très conjugale, vous voyez, quelque chose qui manquerait là sur l'aspect affectif. Bien, ma foi, c'est très difficile pour un enfant de se dire qu'il est bien issu de cette grande fusion de ces 2 adultes-là qui, par leur extrême fusion, ont créé un bébé. Parce qu'on est quand même des êtres de contact et de rapprochement. Enfin, je veux dire, un bébé, c'est quand même un super contact, on va dire, hein, clairement. Mais si l'enfant ne le constate pas, comment il peut s'incarner? C'est-à-dire comment il peut comprendre existentiellement ce qu'il représente, pourquoi il est là. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut vraiment se rappeler qu'est-ce qu'on est à nos propres yeux et qu'est-ce qu'on peut s'estimer possible de faire pour soi. Pas vis-à-vis de nos parents, mais pour nous-mêmes. Parce que l'incarnation, c'est le moteur de la réalisation de soi. S'incarner vraiment. Ça aussi, c'est le webinaire du comment devenir un vrai adulte. C'est s'incarner. Mais dans les 8, il n'y a pas que ça. Il faut se servir aussi de nos propres ressources. Je ne vais pas les dévoiler tous, sinon on ne lira pas le livre, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de très extraordinaire et que tout le monde s'accorde à dire. C'est que dans le fond, ce dont on a souffert quand même, on peut s'en servir. Parce que si j'ai été cet enfant unique, alors pour la petite histoire et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai été donc abandonnée, on pourrait dire, puisque c'était un sentiment d'abandon, à 2 ans et demi par mes parents qui m'ont confié à mes grands-parents qui n'ont pas pu constituer des figures d'attachement sécures parce que c'était ma grand-mère était absolument tyrannique et despotique. Bref, je n'y ai pas gagné au change. Mais entre une mère dépressive et une grand-mère tyrannique, eh bien, on a fait le choix pour moi, disons. Et ça a duré pendant 3 ans. Donc, pendant cette petite enfance-là, avant d'aller à l'école, au CP, eh bien, j'ai été dans ces circonstances. Ce que je veux dire par là, c'est que cette vie-là que j'ai vécue m'a incité à me taire et à beaucoup observer. Je n'ai pas eu le droit à la parole, je n'étais pas du tout considérée, donc question de considération, c'est 0 pointé. J'étais plutôt un encombrement, puisque dans le fond, tout le monde était vraiment très, très embêté avec ma présence. Ma grand-mère s'en énervait assez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup observé, énormément. De cette observation, j'en ai fait une ressource, parce que ça a dégagé chez moi une immense intuition. Et cette intuition m'a évidemment apporté un esprit analytique
extrêmement logique. Et maintenant, dans toute ma pratique psychanalytique, je crée de la logique, c'est-à-dire je crée du rationnel pour les gens, pour les patients qui me consultent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à tout ce que j'ai vécu et grâce à ce que je peux me servir comme ressource, ce dont je peux me servir comme ressource, eh bien, j'en tire profit. Donc, voyez-vous dans tout ce que vous avez vécu avec des ressources que la vie vous a données. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un handicap, ça peut être une obligation, par exemple, de se calmer tout seul, parce que dans le fond, personne ne viendrait nous consoler. Ça peut être n'importe quoi. Eh bien, toujours, on peut le considérer comme moteur ressource. Donc, de quoi accroître l'estime de soi. Ça fait partie des 8 clés que je propose. Autre question que j'aimerais vous poser, Véronique, que vous faites allusion dans votre livre à cette trilogie, la souffrance, cette normalisation de cette souffrance. Donc, non seulement on l'accepte, hein, c'est une forme d'acceptation. Après, il y a l'idée de la reproduction, qui est le troisième élément de la trilogie inconsciente. Si tant est qu'on arrive soi-même à se reconstruire et à trouver les moyens de se bâtir une estime de soi, ce qui est déjà formidable dans la vie d'un homme et d'une femme, comment éviter cette reproduction finalement? Est-ce que le fait de s'être bâti cette estime de soi permet d'éviter cette reproduction ou elle est fatale finalement? Alors, ce que je dirais, c'est que dès l'instant où on prend conscience de ce dont on a souffert, en fait, on rompt avec le principe de normalisation puisqu'on disqualifie. Et à partir de là, on peut ne plus reproduire. Mais il faut une conscience de ça. Sinon, on va tout le temps justifier la nécessité de produire un comportement égal à celui qu'on a supporté dans notre enfance. C'est le principe de la maltraitance. On dit que, évidemment, quand on est maltraité enfant, quand on est battu, par exemple un enfant battu, eh bien à un moment, il va normaliser en justifiant aux parents qu'il doit être battu puisqu'il va faire des bêtises. À partir de là, comme il n'en est pas mort, il va dire à son enfant, écoute, voilà ta torgnole, parce que tu n'en es pas mort, j'en suis pas mort non plus, donc ça veut dire que ça marche. Si on arrive à comprendre l'aberration du système, parce qu'il faut dire que c'est un illogisme sans fin de reproduire quelque chose qui nous a condamnés. Donc cette conscience-là, c'est-à-dire cette individuation de pensée, cette conscience-là va nous permettre d'éviter de reproduire. Sinon, à un moment, mais vous savez, il y a 100% des cas de gens qui me consultent, très honnêtement, je l'ai vérifié, 100% des cas qui me disent, mais en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas ressembler à ma mère ou mon père, et en fait, je fais la même chose. J'ai dit, oui, ça ressemble à quoi donc? C'est de la trilogie inconsciente. Et c'est une terrifiante histoire que de se dire qu'on a condamné quelque chose, qu'on ne se rend même pas compte que l'on reproduit. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le relais du discours. Ce n'est pas normal. Donc en fait, il faut cesser de normaliser ce qu'il a été. Et c'est ça qui fait sauter les entraves. Est-ce qu'il faut travailler forcément en psychothérapie pour comprendre pourquoi on n'a pas eu d'estime de soi? Je pense qu'on doit maintenant travailler en psychothérapie dès l'instant où on souffre, dès l'instant où on se sent dysfonctionnel. Et dès l'instant où il y a une logique répétitive dans la dysfonction. C'est-à-dire si on se retrouve toujours devant les mêmes problématiques, les mêmes erreurs, les mêmes douleurs, les mêmes résultats, on est très très malheureux. Très très malheureux. Et donc ce malheur-là, il nous appartient dans notre individuation d'y mettre un terme. Parce que si on attend ça des autres, vous savez, il y a quand même une proportion assez considérable de gens qui attendent que les autres devinent ce que l'on ressent. C'est laisser quand même croire à l'autre d'abord qu'il a un pouvoir énorme et puis surtout que, à ma foi, on est quand même très très dépendant de l'autre du coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, nous sommes là, observateurs de nous-mêmes. Et si à un moment on comprend qu'on doit modifier quelque chose de soi et qu'il est difficile d'y parvenir seul, on a tout intérêt à aller chercher ce regard bienveillant, consistant, constant et avec des réponses adaptées que propose le thérapeute. Oui. Surtout que
Alors, dans l'ithérapie, c'est quand même très, très pratique maintenant. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu faire en sorte que l'ithérapie soit un modèle, au risque d'ailleurs de me faire décrier par mes pairs, hein. Ça, très clairement, il faut que je vous le dise, hein. Il y a les psys habituels qui réprouvent totalement l'hypothèse qui consiste à croire que l'on peut rendre possible une alliance thérapeutique par Skype. Ça, il y a encore des grands sceptiques, hein, là-dessus. Et pour autant, moi qui travaille avec notamment les Français expatriés qui ne peuvent pas clairement faire une psychothérapie dans leur langue, ou, autrement que dans leur langue ou leur pratique d'origine, enfin leur culture d'origine, c'est quand même drôlement appréciable. L'autre chose, c'est que ça rend accessible à tout le monde. J'ai maintenant des jeunes mamans qui sont en congé maternité avec leurs nourrissons. C'est quand même une ressource extraordinaire dont il faut bénéficier. Le fait de la régularité des séances propose aussi. Dans le confinement, les gens ne se sont pas posé la question. Ils se sont dit, tiens, c'est quand même merveilleux. Moi qui avais toujours eu envie de faire une psychothérapie, maintenant que je suis confinée et que je ne peux rien faire, que je suis au chômage et que je n'ai pas de boulot, ou pas beaucoup, eh bien, je vais me concentrer sur ce qui était ma demande. Alors, il y avait ceux qui étaient très angoissés et il y a ceux qui ont vraiment choisi ce moment pour finalement s'apporter un plus dans leur conscience d'eux-mêmes. C'est la conscience qui guidera le monde, vraiment la conscience. On vous redemande, Véronique, de remettre le schéma sur la réussite scolaire. Peut-être a-t-on besoin de redévelopper ça ou de poser des questions? Allez-y. Alors, le schéma sur la réussite scolaire, il est là. Il est là. Il est là. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça Est-ce que quelqu'un a une question à me poser là-dessus? J'aurais une question, mais pas là-dessus. D'accord. C'est par rapport au fait de la reproduction. Oui. Quand on dit j'aurais tout voulu, enfin, je n'aurais pas voulu faire, j'ai tout fait pour ne pas ressembler. Voilà. Et on le comprend, mais on le fait quand même. Donc, du coup, on a quand même conscience. On a conscience, et on parce qu'en thérapie, on en prend conscience grâce à l'alliance thérapeutique. C'est le regard bienveillant du thérapeute qui met l'accent en suscitant, en tendant des perches, voilà. C'est pas bon. Écoutez, vous faites pareil, bon, ça peut parfois. Ça m'est arrivé ça m'arrive parfois. Je peux revenir à l'écran. Ça peut m'arriver parfois comment dire, de frapper la conscience de quelqu'un. Parce que dans le fond, c'est lui qui m'apporte ça. C'est lui qui m'apporte le matériau. Ce n'est pas moi qui invente l'histoire de ses parents. Ce n'est pas moi qui peux relater un témoignage. C'est bien le patient qui dit ce qui se passe. Je ne fais que mettre en perspective que les deux se ressemblent. Les deux se ressemblent. J'ai très récemment d'ailleurs quelque chose de tout à fait. Alors, j'ai un cahier là. J'ai un cahier où je fais un recueil d'anecdotes sur. C'est l'objet de mon prochain livre sur le fait que les anecdotes du quotidien sont extrêmement représentatives et illustratives de considérations bien plus importantes qu'il faudrait vraiment mesurer et développer. Donc, j'ai là-dedans, mais c'est une mine d'or. Alors, heureusement, c'est avec l'assentiment de chacun, je vous rassure, je ne fais pas comment dire, je ne dévoile rien qui ne soit autorisé, mais c'est ça. Sur le schéma scolaire, voilà, j'ai là la question. Ma compagne a une scolarité chaotique et en souffre, et cela l'a atteint. Comment l'aider à accepter et passer le cap? Alors, effectivement, ce que vous pouvez dire à votre compagne, c'est qu'en fait, sa scolarité est le fruit de la dégradation ou du manque de confiance. Ça c'est quand même, oui, ça m'inspire quelque chose. Manque de confiance qu'on a eu en elle. Je voudrais revenir un tout petit instant pour vous faire comprendre ça. Le manque de confiance en soi, au départ, c'est un manque de confiance en l'autre, mais que l'on a muté parce que dans le fond, c'est très confrontant pour un enfant d'oser croire que ses parents ne sont pas qualifiés. D'autant que s'il le garde, il a tout intérêt à croire qu'ils sont fiables parce que sinon il est en grand danger. Donc pour recréer un peu de sécurité, il va dire non, mais eux, ils savent. Si je suis nulle, ils le savent, ils sont grands. Donc, mettez-vous dans la perspective sans arrêt que le manque de confiance en soi, au départ, c'était un manque de confiance en la figure d'attachement, parce qu'on sentait que ce n'était pas quelqu'un de fiable, stable et protecteur.
pour X raisons, que quand je pleurais, maman venait pas, comment ça se fait, il fallait bien que je m'adapte, enfin, toute cette idée-là. Donc, en fait, la défaillance parentale, au départ, l'enfant le vit comme une méfiance en l'autre, il comprend qu'il y a à se méfier, mais que c'est tellement coupable de se le dire qu'en fait, on le retourne contre soi. Donc, cette projection est vraie. On a cru que c'était l'autre, on croit après que c'est soi. Et cette contre-projection. Ça veut dire quoi? Que tout manque de confiance en soi est au départ le miroir que les parents ont tendu de soi, même si, pour autant, on peut considérer que les parents sont parfois, je dirais, en compétition avec leurs enfants, en compétition réelle avec leurs enfants. Il y a un principe qui dit ne réussis pas. C'est une injonction, ça c'est en analyse transactionnelle qu'on trouve ça, on appelle ça même des drivers, hein. Il y a tout un tas de logiques autour des comportements. Le ne réussis pas, c'est une injonction. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs c'est la preuve, j'ai un exemple d'un jeune homme qui est venu me consulter, qui est super diplômé d'une très 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 grande école de commerce en France, une des 5 premières, qui est le fils et le petit-fils et le neveu d'une famille de boulangers de quartier. Des boulangers artisans qui font ça de mère en fils depuis très très longtemps et qui ont vraiment une aura locale en tout cas. D'accord? Et lui, il arrive avec ses tas de diplômes et avec ses tas d'envie de faire je sais pas moi, une proposition virtuelle, un commerce en e-marketing, enfin en e-commerce plutôt autour de cette boulangerie, mais qui fait frémir les parents et les grands-parents. C'est impossible pour eux. Donc, en fait, ce jeune homme a un gros problème face à ça, c'est qu'il a beau être super diplômé, en fait, il ne croit pas en son projet, simplement parce qu'en fait, il n'a pas confiance en lui. Sauf que ce n'est pas lui qui n'a pas confiance en lui, c'est bien ses parents qui n'ont pas confiance en ce qu'il va produire et qui risqueraient de faire déglinguer la boutique locale, la boulangerie locale. Et oui, ils perdraient leur âme. Donc, en fait, ils sont bien en compétition, ils sont bien en train de dire « Attention, toi, le petit jeune, hein, tu es trop blanc-bec pour nous. Nous, on sait ce qu'on fait, on a le métier, on a l'expérience. Toi, tu te tais et tu fais ce qu'on te dit. » À partir de là, on a bien une compétition parce que je ne peux pas me permettre en tant que parent d'être dépassé par mon enfant. C'est juste impensable pour un parent, certains parents en tout cas. Eh bien ça, c'est ce qui est contestable, réellement contestable. Et je vous propose alors de le dire pour la personne qui m'a posé la question, de le dire à votre compagne. Cette contestation, elle est morale, elle est mentale, elle n'est pas forcément de visu. Qu'elle n'aille pas voir ses parents en leur disant vous avez fait n'importe quoi avec moi et voilà où j'en suis. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette histoire-là, il y a une forme de consentement de l'enfant. L'enfant consent à se faire rabaisser. C'est aussi quand même une question de responsabilité intérieure. Il y a un choix au départ. J'ai une petite fille actuellement de 9 ans qui me dit ah bon alors, dans ce fait, on a le droit de dire oui ou non. Je dis oui, c'est exactement ça. Quand tu dis non, sache que tu as aussi le choix de dire oui. Parce qu'elle dit non à tout. Alors elle me dit, ça veut dire qu'on est chef de ses problèmes. Je dis, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on est chef de ses problèmes. Ça veut dire qu'en fait, on peut défaire ce qu'on a fait. Ça nous appartient. Nous ne nous définirons jamais par ce que l'autre fait de nous, ni par notre passé. Nous nous définirons par nos perspectives et nos intentions. Et ça commence à tout âge. Est-ce que ça répond à votre question, Mathieu? Merci en tout cas de l'avoir posé. Mathieu, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Est-ce qu'on a bien. Il faut mettre votre micro, on ne vous entend pas. Oui, ça y est, j'ai branché le micro. Oui, ça répond tout à fait. En fait, ma compagne était à côté et a entendu. J'ai vu qu'elle vous a soufflé la question. Hein. Oui, tout à fait. Merci, madame. C'est une bonne question. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers amis? Ou un commentaire de fin, hein, parce que je crois oui. qu'on peut aussi arriver à la fin de notre webinaire. Je pense qu'il y a eu assez de choses. De toute façon, sachez que, si vous avez besoin d'avoir un test sur l'estime de soi, qui est donc l'échelle de Rosenberg, je peux vous l'envoyer par mail. Ça sera toujours très intéressant de voir ce que ça donne pour vous. Et puis, on en fera un petit commentaire à part, hein, en aparté, vous et moi.
il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. On aime bien, Benoît et moi, parler du blason. Le blason, c'est un outil de coaching très intéressant parce que, en fait, il permet de se définir, notamment au travers de ce qu'on voudrait que les autres pensent de nous et de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et en plus, il faut le dessiner, ce qui n'est pas simple. Parce que le blason, en fait, c'est selon le mythe médiéval qu'on met des armoiries, par exemple, sur un bouclier. Hein, Benoît, Oui, c'est c'est ça. ça. Et Voilà. puis on met sa devise aussi. Et on met sa devise. Alors, il faut se définir pour le coup, ça serait une grande première. Et puis, dans la 7e et dernière question, moi, j'adore cette question parce qu'il y a une question qui dit, elle dit, quelle est la personne la plus importante pour vous? Et alors là, les gens sont en panique totale parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils seraient dans un conflit de loyauté entre le père, la mère, les deux sœurs ou peu importe quoi, les deux enfants. C'est impossible à répondre. Ils ne savent pas comment répondre à ça. Et franchement, c'est très angoissant de ne pas savoir, de ne pas se donner le droit de répondre qu'en fait, la personne la plus importante pour soi, c'est soi. C'est soi. C'est ça, c'est ça. Et là, je dirais qu'on n'a pas de problème, on a le droit. Et s'autoriser d'être la personne la plus importante pour soi, c'est bâtir son estime de soi, à n'en point douter. Et je vous propose Permettez Véronique, Madame Salmon, que je vous valide que c'est le fruit de nombreuses heures de travail ensemble. Hein. En effet, vous m'avez fait cet honneur, Madame. Mais je vous en prie, vous m'avez fait ce cadeau et familial en plus, c'est hein, gentil. puisque le simple fait, j'avais juste envie, comme lors de la dernière conférence que vous avez conduite à cet hôtel, Lance Hôtel, j'ai juste envie de dire à chacun que le plus beau cadeau est de réconciliation avec soi-même et passe également par le partage avec les siens. Parce que nos problèmes, comme Rodrigue a pu tenter de le faire, et il a commencé avec succès parce qu'il est en très bonne voie, hein, je pense que vous validez, Madame Salmon. Absolument. Eh bien, que moi-même qui ai partagé avec ma fille pendant une période, il y a 4-5 ans, et avec ma mère, et un résultat aujourd'hui qui me permet de dire que le fruit de ce travail commun et familial aboutit sur une relation exceptionnelle avec ma mère que j'ai détestée pendant à peu près 70 ans, et pour aujourd'hui confier qu'elle est et elle représente pour moi ma meilleure amie à 85 ans. J'en ai 64. Si vous me permettez d'évoquer, pour que les gens comprennent bien, si vous me le permettez. Hein. Bien sûr, je vous le permets parce que c'est un témoignage qui peut alléger, si vous comprenez, pour toutes ces personnes qui sont jeunes et moins jeunes que j'ai le plaisir de découvrir en vidéo et qui ont bien entendu des parents et qui ont bien sûr des poids, des reproches, des griefs. Voilà. Ce succès que nous avons mené ensemble, développez-le, il servira, c'est évident. Quand je vous disais tout à l'heure que la solution, c'est d'en finir avec la culpabilité. C'est évidemment la culpabilité vis-à-vis de nos parents. Et comment s'y prendre? Eh bien, justement, en décortiquant la question de la trilogie inconsciente. C'est pour ça que je trouve que ce livre est important parce qu'il est très vulgarisé. Et alors, je fais une parenthèse là-dessus, c'est d'autant plus marrant qu'en fait, il a été vraiment très, très apprécié du grand public. Je l'ai vendu, vraiment, je l'ai vendu. Et pas sous le manteau, je l'ai vendu très simplement pendant le confinement, pendant la période de Covid, donc sans promo. Et il a été vraiment très apprécié du grand public, mais pas du tout des éditeurs, parce que je n'ai jamais réussi à l'éditer chez un éditeur. Je l'ai fait en auto-édition, parce que là, pour le coup, il faudrait peut-être que je le reconfigure, ce que je vais faire. Mais ce que je dis dans mon livre, dans la trilogie inconsciente, pourquoi c'est important? C'est parce que la culpabilité, en fait, nous plombe définitivement sur l'idée que nos parents ne sont pas modifiables. Or, il se trouve que là, dans cette trilogie inconsciente, quand on la décode, vous concernant, madame, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit d'une mère, donc votre mère, extrêmement hystérique, que tout était hystérisé, tout était dramatique dans la vie, tout était vraiment incroyablement survalorisé. D'ailleurs, pour prendre beaucoup de place, hein, puisque c'est un rempart au vide et c'est une occupation d'espace quand quelqu'un est hystérique comme ça. Et donc, cette mère que vous avez subie, probablement souffert, vous l'avez normalisée parce qu'elle était comme ça, il fallait bien le supporter. Eh bien, en normalisant l'hystérie de votre mère, vous l'avez reproduite et vous avez vous-même trouvé en vous
des comportements totalement hystérisés où tout est pris au pied de la lettre, tout est pris de manière émotionnelle extrêmement grave, enfin, tout était complètement surinvesti de manière décalée par rapport à la réalité de la situation. Et donc, vous l'avez reproduit vous-même. Vous l'avez normalisé, vous l'avez reproduit. Raison de notre première rencontre. Hein, et c'est la raison de notre première rencontre. Donc, le fait de cesser ce principe d'hystérisation de tout, qui est quand même extrêmement délétère par rapport à la relation à l'autre, puisque l'autre n'a pas de place, du coup, il n'y a plus d'espace. Eh bien, en fait, là, on arrive à quoi? On arrive à enfin calmer le jeu, réhabiliter la mère, dont on peut comprendre pourquoi elle a été dans cette hystérisation de tout, et arriver en même temps à une retrouvaille, des sincères retrouvailles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grief, vous comprenez. Donc, c'est ça l'idée. Et comme vous le disiez tout à l'heure, réfléchir, comprendre, échanger, c'est exactement ce qu'elle a fait, ma mère, ce que j'ai tenté de faire et que j'espère évidemment par le travail personnel de chacune, hein, puisque pour ma fille c'était vraiment épouvantable, eh bien de découvrir qu'effectivement ce travail peut aboutir à ce résultat également pour elle-même. Et encore, vous l'avez bien dit à votre mère, vous avez su bien le dire, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le dire à leurs parents pour pouvoir réhabiliter quelque chose ou reconsidérer une relation ou être considérés d'eux. Là, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le principe de la psychothérapie intégrative, hein, ce que je vous évoquais de tout à l'heure de Richard Erskine, qui est une école de pensée tout à fait intéressante et qui évoque l'idée de l'intégration. C'est-à-dire qu'en séance, on va intégrer un élément, un invité, une espèce de guest star dans la séance du patient, donc ça ne sera pas la séance de l'invité, mais la séance bien du patient, qui va accepter d'apporter une contribution en fait à la thérapie du patient, donc de son proche, de manière à pouvoir se dire des choses ou pouvoir comprendre des choses sous l'égide de mes bons auspices, on va dire. Ce qui fait que avec cette médiation-là, j'ai reçu des familles entières qui se sont parlé enfin. Des familles entières. Je me rappelle, j'ai un cabinet qui fait 12 mètres carrés. J'ai reçu 11 personnes, du grand-parent au petit-enfant, quoi. Et à partir de là, on peut recréer quelque chose parce que tout a une logique. Je crois que dans la question de la logique, donc la question de la conscience, vous pouvez apprendre beaucoup parce que la conscience va déterminer les mécaniques intérieures qui se sont succédées pour arriver à un résultat pourri. Donc, pour pouvoir l'assainir, ce résultat pourri, il faut vraiment aller décortiquer les mécaniques intérieures de chacun. C'est ça la logique que je propose. Et en fait, c'est tellement pragmatique quelque part. C'est pas du tout dans les hautes sphères de la psychanalyse, c'est vraiment un dépoussiérage de la psychanalyse, mais ça a les vertus de la psychanalyse. Nous nous permettons, Madame Salman, de confier qu'au jeu du hasard, je n'étais pas seule dans la voiture lorsque j'avais prévu de vous appeler et que maman a participé donc à la séance et a largement reconnu ces mécanismes. Bravo, madame. Bravo. Hein, voilà, bravo, mesdames. Oui. Benoît. Et à reproduire. Merci, madame. Merci pour ce témoignage. Oui, merci à vous. Est-ce que l'on pourrait adapter le schéma de la réussite scolaire à nos relations personnelles? À nos relations personnelles et nos relations professionnelles. Dès l'instant où nous avons une conscience de nous, nous sommes en capacité d'aller chercher nos ressources qui nous engagent, qui permettent d'établir notre confiance et notre relationnel. Nous pouvons dire oui ou non. Alors, dans la question relationnelle, elle n'est pas seulement liée à, par exemple, à l'éducation parentale. On doit logiquement dire non quand c'est nécessaire, oui quand c'est possible. De manière à ne jamais se faire asservir et assujettir. Et d'aller vers l'autre en sachant qu'on est protégé par soi-même, en fait. C'est ça. On prend le relais du parent. Mais ça, c'est un autre concept psychanalytique qui dit incorporer le bon objet d'amour en soi. Ça fera l'objet d'un autre débat, d'un autre webinaire. D'autres réactions, d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres précisions? Vous avez la parole, c'est le moment. Est-ce que, Jérôme, si je peux prendre la parole, est-ce que pour progresser en estime de soi, est-ce qu'il faut s'accepter comme on est, faire un point d'arrêt et se poser en permanence la question du pourquoi on agit comme ça, pourquoi on est comme ça?
Oui, alors s'accepter tel qu'on est, c'est d'autant plus intéressant que le reste serait illusoire. Vous prenez quelqu'un, par exemple, une femme qui ne s'accepte pas comme elle est physiquement et qui pense que se refaire les seins ou le nez changera tout à sa vie, la prend à ses dépens que non, ça ne change rien. Parce que ce n'est pas à l'extérieur de soi qu'il faut aller chercher la solution, c'est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que globalement, c'est comme si vous aviez un petit creux, comme on dit, fin, puis vous alliez chercher à l'extérieur de vous de quoi grignoter, ce qui globalement correspond à l'hyperphagie. Voilà, la boulimie. Eh bien, en fait, ça c'est Christophe André qui dit ça, qui est le spécialiste de la question. Faire de la méditation, c'est aller chercher des ressources en soi pour s'accommoder que finalement le petit creux, on peut le remplir d'autre chose que d'un bout de pain ou d'un morceau de chocolat. Et bien, pareil pour l'image que l'on a de soi, c'est dans le fond, on est ce que l'on est, mais on sait qu'on est perfectible, pas parfait, mais perfectible. C'est-à-dire qu'on peut s'améliorer. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je n'aime pas en moi et qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et si j'ai envie de le faire, comment je m'y prends? Donc, c'est se donner des moyens. C'est se donner des moyens. Alors, je ne sais pas quelle est la problématique en l'occurrence, mais ça peut être dans tout. Par exemple, je ne peux pas aller frapper à la porte de mon manager parce que je sais que je vais me faire envoyer sur les roses. OK. Ou j'accepte. Donc, je dois renoncer à aller le voir. Oui, mais j'ai quand même besoin d'aller le voir. Ou je mets en œuvre quelque chose de l'ordre de ma pensée en me réassurant intérieurement, en disant, mais après tout, je sais ce que j'ai à dire et je sais ce que j'ai à demander. S'il est en colère, c'est peut-être pas à cause de moi, c'est peut-être parce qu'il a une mauvaise journée. Et donc, on relativise à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis, passez par la case analytique. Quand vous êtes là dans votre marasme, là, hop, translatez. Passez par la case logique. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? D'une manière générale, il faut que vous compreniez que dès l'instant où vous pouvez dire où j'en suis, comment je peux réagir et qu'est-ce qui m'attend, vous êtes avec vous-même. Vous n'êtes plus face au regard de l'autre et le regard trop pénétrant peut-être. On se dit au revoir? J'ai quand même envie de vous adresser un dernier défi, Véronique. Est-ce que vous pourriez, un défi synthétique, résumé en 3 choses, c'est les 3 choses à retenir sur ce webinaire, sur comment bâtir cette estime de soi. S'il y avait 3 choses à retenir, ça serait quoi? Parce que vous me prenez dans mon principe de la trilogie inconsciente, bien sûr. Cesser de souffrir, s'interroger sur pourquoi on souffre et mobiliser son énergie sur son incarnation, c'est-à-dire la projection de soi. Merci. À renouveler encore une fois, s'il vous plaît. Oui, mais je l'ai dit spontanément. Je sais. Bon, s'il vous plaît, s'interroger. Cesser de souffrir. S'interroger. S'interroger sur les raisons de la souffrance. Oui. Et bâtir son projet par l'incarnation de soi, sa propre incarnation. C'est-à-dire vraiment aller chercher ce qui nous correspond le plus. Vous êtes vraiment notre pépite, Madame Salmon. Merci. Eh ben voilà, je l'arbore, la pépite. C'est la pépite, chère Véronique Salmon. Vous êtes notre pépite. Merci en tout cas à vous de votre attention, de votre concentration. Merci, chère Véronique, de nous avoir fait partager votre savoir sur cette belle problématique, sur cette thématique de l'estime de soi. Quelques petits messages avant de se quitter. Déjà, vous souhaitez une belle journée. Surveillez bien les informations sur les réseaux sociaux pour découvrir l'agenda de ces futurs webinaires. Vous pouvez à tout moment consulter le site internet de Véronique et l'actualité, on va en parler. Le prochain webinaire sera donné, si je ne me trompe pas, le samedi 29 août. C'est un webinaire, un sujet de rentrée. Spécial rentrée, oui. Spécial rentrée et la thématique, c'est comment passer de l'éducation à la pédagogie. C'est bien ça, Véronique ? Oui, la différence, elle est très sensible, c'est-à-dire comment passer de principes éducatifs bornés au nom du fait que finalement, ça ne serait qu'une reproduction de ce qui s'est fait pour soi, donc on va reparler quand même un peu de trilogie inconsciente là, à une pédagogie pensée, c'est-à-dire penser en fonction de l'enfant et non pas de ce qu'on attend de lui, mais de ce que lui
peut fournir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas greffer une éducation sur tous les enfants de la même manière. Donc, c'est aller à l'encontre de la logique globalisante. C'est-à-dire que quand on est face à, par exemple, à des grandes fratries, on devrait faire croire que tous les enfants ont le même potentiel, la même logique, les mêmes puissances, les mêmes capacités, les mêmes goûts. Donc, on les nourrirait de la même manière. Et donc, c'est aller favoriser l'unicité des enfants, ce que souvent, dans les grandes fratries, les parents n'ont pas fait. Et c'est ça le délabrement des familles nombreuses, c'est que dans le fond, elles ont beaucoup de mal à s'identifier par elles-mêmes, toutes seules, en personne unique. Donc, c'est ça la question. J'ai une chaîne, donc en fait, j'ai des vidéos que je poste régulièrement. Il suffit de taper Véronique Salmand et vous en avez qui tombent, quoi, qui sont là. Notamment celle à laquelle faisait référence Madame sur la trilogie inconsciente, qui était donc la présentation de cette théorie que j'avais bâtie sur la base de mes réflexions au bout de 3 ans quand même d'expérimentation dans mon cabinet et que j'ai proposée en novembre dernier. Elle est disponible, elle dure je crois une trentaine de minutes de mémoire. Ce sont des extraits en fait pour définir plus précisément pour ceux que ça intéresse ce que c'est que la trilogie inconsciente. Voilà. Je remets le mot de la fin, je rends grâce à une remarque de Martine. Merci beaucoup, très belle déconnexion. Nous avons été connectés tous ensemble, mais nous avons déconnecté aussi. Donc voilà, merci pour tout ça. Je vous souhaite à tous. Une très belle journée, d'excellentes vacances, reposez-vous bien, préparez-vous bien à la rentrée. Bon été. Et puis bel été à vous tous et à vous toutes. Et à bientôt, rendez-vous le 29 août prochain. À bientôt. Au revoir, merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.